d'être présents et d'avoir proposé tous ces ateliers et d'avoir pu parler de vos projets. Donc là, on arrive aujourd'hui au moment de clôture avec une table ronde proposée autour de comment faire de la forêt un patrimoine commun. Donc c'était un choix après le débat d'hier sur quel avenir pour nos forêts. Maintenant, on souhaite orienter justement sur cette idée de quel est l'intérêt commun, avec comment la forêt peut représenter un intérêt exceptionnel pour notre patrimoine culturel comme pour notre patrimoine naturel. Et on a la chance d'avoir tous ces invités présents justement pour pouvoir répondre à cette question qui sera animée justement cette table ronde par Benoît Chaumeau, qui est animateur radio et qui a animé pendant toute une saison l'émission Sauvons la planète. Donc nous l'avons choisi pour son engagement aussi et pour son intérêt pour l'environnement et pour justement faire savoir un petit peu toutes les initiatives qui existent sur le territoire. Merci à tous d'être présents et bonne table ronde de clôture. Merci beaucoup Marie-Charlotte. Effectivement, allez, applaudissements. On va discuter de cette notion de patrimoine commun, l'expliquer, donner les avis de chacune et de chacun. On va vous présenter d'abord les projets représentés ici. À travers des questions. Vous aurez la possibilité aussi de leur poser des questions sur leurs projets respectifs. Et puis dans un second temps, on travaillera tous ensemble avec vous dans la salle et avec nos intervenants sur quelle action, quelle proposition d'action commune on peut proposer sur le territoire, quels sont les ingrédients indispensables pour une action commune. Donc on va discuter de tout ça après avoir découvert les projets de nos invités. Donc avec nous pour cette table ronde, nous avons Emmanuel Repérant, cofondateur du groupe forestier citoyen Loupicatao. Bonjour Emmanuel. Bonjour. Nous avons également deux représentants de la commune de Cussac en Haute-Vienne, Rémi Grenouillet et René Léonard. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Avec un projet de chaufferie communale que vous allez nous présenter dans les prochaines minutes. Nous sommes aussi avec Laure Danglas, chargée de mission forêt pour le parc naturel régional Périgord-Limousin. Bonjour. Bonjour. Stéphanie Robert, chargée de mission forêt et première transformation chez Fibois. Bonjour. Bonjour. Et puis Jonathan Attias, cofondateur du mouvement Désobéissance Fertile. Bonjour. Bonjour. Et on va commencer par regarder une vidéo, puisqu'on aurait bien aimé avoir avec nous quelqu'un de l'association Francis Allais aujourd'hui pour parler de cette notion de patrimoine commun. Pour des raisons d'organisation, ça n'a pas pu être possible, donc on vous propose de commencer par une vidéo de présentation du projet de l'association Francis Allais. Chez moi en France, il n'y a plus de forêt primaire. Ça va arriver. Mes ancêtres l'ont coupée il y a si longtemps qu'on l'a même oubliée. À l'échelle mondiale, c'est la même chose. 80% des forêts primaires de la planète ont été abattues au cours du siècle dernier. Pourtant, elles abritent les 3/4 des réserves de biodiversité et sont indispensables à la vie sur Terre. À contre-courant des programmes de déforestation, un botaniste agit pour faire renaître une forêt primaire en Europe de l'Ouest. Je vous emmène à la découverte de ce projet qui pourrait bien constituer un mouvement d'espoir pour la forêt et les générations futures. Vous avez déjà vu ça, un arbre qui pousse vers le bas? Tout pousse vers le bas. Il s'arrête quand il atteint le sol. C'est marrant, hein? Ouais. Sophora, ça vient du Japon. Il est compliqué, c'est un truc incroyable. Francis Allais est l'un des botanistes les plus importants de notre époque. Il a passé sa vie à étudier les grandes forêts de la planète lors d'expéditions à bord de son radeau des cimes. Et donc voilà nos plantes, voilà les plantes qu'on est venu chercher. Ses recherches ont révolutionné notre compréhension des arbres et des forêts et mis en lumière leur rôle de régulateur sur le climat. C'est quoi l'état des forêts dans le monde aujourd'hui ? Les forêts tropicales, c'est la catastrophe. C'est vraiment terrifiant ce qui se passe. Les feux au Brésil, les feux en Australie l'été dernier, etc. Des forêts qui n'ont jamais été abîmées par l'homme, il n'y en a pratiquement plus sur la planète. Par contre, si elle a été défrichée ou exploitée, mais qu'un temps suffisant s'est écoulé, le caractère primaire revient. Il faut 7 siècles quand on est dans les régions tropicales où les arbres poussent tout le temps. Et puis dans les régions à hiver froid comme ici, il faut compter 10 siècles, 1000 ans. La forêt primaire, c'est le maximum de complexité,
le maximum de hauteur. Elles sont beaucoup plus hautes que les forêts qu'on a maintenant, qui sont secondaires. C'est le maximum de stockage de carbone, c'est bien normal, puisque c'est là qu'il y a les plus gros arbres. Et c'est le maximum de biodiversité. Ça, la biodiversité, elle augmente lentement mais sûrement à mesure que les siècles passent. À condition, encore une fois, de ne pas intervenir. Parce que si on retire le bois mort, si on sort les arbres qui tombent, on perd la biodiversité. Je voudrais rajouter aussi que c'est le sommet de l'esthétique. C'est beaucoup plus beau que les forêts qu'on a en France pour l'instant. Les gens me disent mais non, Tronchet, Fontainebleau, etc. Ok, très bien, mais c'est des forêts secondaires. C'est des pauvres petites forêts, massacrées, appauvries. Je crois qu'il faut avoir vu une forêt primaire pour comprendre ce genre de choses. Je me suis donc rendu dans la forêt primaire de Białowieża en Pologne pour voir de mes propres yeux ce que Francis Allais cherche à me décrire. J'y trouve une forêt peuplée de bisons et d'arbres immenses mesurant 60 mètres. Tout me semble plus précieux et plus grandiose que dans nos forêts françaises. J'ai rendez-vous avec la biologiste Renata Krysiak-Kosińska pour entrer dans le cœur du parc national de Białowieża. Une zone de 5000 hectares miraculeusement préservée de l'activité humaine depuis la dernière glaciation il y a 12 000 ans. We are now in the very heart of the Białowieża forest, which is the strictly protected area of the Białowieża National Park. It's been protected for last 100 years. What is amazing about that forest is the diversity of tree species and also that you have the trees at all ages. We have here trees of exceptional dimensions. When you see oaks, they are really huge oaks, tall oaks. Nothing is extracted from here, so after the tree dies, it stays here and becomes a habitat or microhabitat for other species, especially fungi and insects. There's something really rare. I don't see it too often. It's Stropharia eruginosa in Latin. I don't know the English name, but that's a psychedelic mushroom. Wow. And the color is really perfect. This ecosystem is much more complex than the ecosystem of managed forest. That also means that it's much more resistant. So in case of any disturbances, natural disturbances, the more diverse, more complex ecosystem recovers better after this catastrophe or after any disturbance. You need to remember that you are the guest. The hosts are animals and everything which lives here, and we as people are just the guests, and we need to show respect to nature. We need managed forests because we need wood, we need timber, but we also need primeval forests or natural forests which are left totally to natural processes and to nature, just to keep this diversity, keep this biodiversity, so the future generations would be able to admire its beauty and would be able to learn about nature and natural processes, or maybe even use it for medicinal purposes, because there are many hidden secrets we haven't discovered yet. Lots of substances hidden in fungi or plants which may be used in the future when the technology gets more advanced, for instance, to cure our illnesses or our problems. Mais malgré sa richesse unique en Europe, Białowieża est menacée. Toute la forêt n'est pas protégée par le statut de parc national et les forestiers continuent de la couper. Je rencontre Adam Bodan, un activiste en colère qui se bat au quotidien contre les coupes qu'il juge illégales. This tree is 300-400 years old, and I don't understand how somebody with a chainsaw can come and just cut such a tree. Avec son groupe de militants, il lutte pour faire valoir les droits de la forêt contre les exploitants et leurs machines. We are standing on a place which was logged, destroyed by huge machines, because they were using huge machines called harvesters.
This stand is older than 100 years. It should be protected according to Natura 2000 protection plan. Official reason of logging was fight with bark beetle. When we were here in 2017, we were observing what kind of trees they logging, and they were logging trees without bark, what means that bark beetle couldn't be there. They were changing reasons of the logging. First they told that they are logging because of the bark beetle. Then they told that they are logging because of the safety reasons. But in some places like here, they were logging trees which are even 100 meters from the road. Yeah. If you want to make some part of the forest safe, you should cut the tree and leave on the ground. You don't have to sell this tree. Yeah. So they sell the wood. It's a business. They cut and sold 200,000 cubic meters. It's a large amount of wood and large amount of money. Moi, j'apprends que cette forêt est menacée. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dans tout le continent européen, on n'aura plus de forêt primaire. C'est pas possible. Ce qu'on appelle forêt ici, c'est des forêts dégradées, déstructurées, à la biodiversité amoindrie. Moi, ça ne me convient pas, d'autant plus qu'il y en a en Russie, il y en a aux États-Unis, il y en a même en Chine. Et puis il y en a en Australie, il y en a en Nouvelle-Zélande, il y en a en Argentine et au Chili. Donc, il n'y a aucune raison que l'Europe soit totalement dépourvue de ce type de forêt. Alors, bon, comme il n'y en a plus, on va essayer d'en refaire une autre. Quelques mois plus tard, je rejoins Francis Allais et son équipe pour un voyage d'études dont l'objectif est d'évaluer la faisabilité du projet sur le terrain et de le présenter aux communautés locales dont le soutien est indispensable. Regardez un peu les structures forestières, ça ce sont des hêtraies sapinières qui sont vraiment de haute naturalité, qui ont été très peu exploitées et qui maintenant sont protégées. Et là on rentre dans la partie, on peut faire 5 heures de marche, 7 heures de marche sans rencontrer personne, sans village, sans rien. Donc c'est la partie la plus pauvre des Vosges et la moins exploitée. C'est très haut en altitude pour le coin, c'est-à-dire qu'on arrive à 900 mètres. Donc c'est ça que je voulais vous montrer, ce que ce serait une forêt qu'on laisserait faire à une altitude pareille. Et là, vous voyez les contrastes avec la forêt d'en face, qui est une forêt surexploitée. Bon, allons voir. S'il y a 7 heures de marche, autant partir. Ça va jusqu'au centre. C'est un projet un peu fou au départ, mais qui en fait n'est pas si fou que ça, et puis qui correspond surtout aux enjeux d'aujourd'hui, climatiques, de biodiversité, de refabrication des sols, et puis de transmission à nos successeurs d'un patrimoine naturel. Si on fait un espace en libre évolution, c'est clair, on le fait d'une part parce que ça répond à une urgence, ça répond à un besoin. Forcément, ça remet en cause des choses qui existent aujourd'hui, des revenus, notamment, qui sont issus d'une part de cette forêt qui est déjà travaillée. Eh bien oui, c'est une question, on la pose et on met en face des réponses. C'est totalement une première mondiale. Il n'y a aucun projet au monde sur la jeunesse d'une forêt primaire, sur la renaissance d'une forêt primaire. Le projet qu'il y a, c'est le projet de destruction. Comment on s'y prend alors pour recréer une forêt primaire? Oui, recréer, ça m'ennuie un peu comme terme parce que justement, Réensauvager? il s'agit de réunir les conditions pour qu'elle se refasse toute seule. C'est pas pareil. Et quand on laisse un bout de forêt sans y toucher, eh bien, il redevient primaire. Mais il faut être patient. Il faut que ça soit transfrontalier. Parce qu'il est impératif que ça soit un projet européen. On aimerait qu'il y ait une variété de milieux, c'est-à-dire que ça serait bien que ça soit traversé par une belle rivière. Il faut 70 000 hectares. Ça, c'est la faune qui nous l'impose. Quant à la durée, eh bien là aussi, ça nous est imposé par la nature. Personne ne peut accélérer la croissance des arbres. Et puis, pour avoir une forêt primaire, il va falloir que les arbres qu'on va trouver sur place, ils grandissent, ils meurent et ils disparaissent, parce que c'est des pionniers. Il va falloir qu'il s'installe une vague de post-pionniers, beaucoup plus grands, mais qui ne sont pas encore les définitifs.
Et puis en troisième vague qui va être les arbres de forêt primaire. Donc tout ça c'est long, et si on a la chance de trouver une forêt qui a déjà 300 ans, eh ben, il n'en reste plus que 700. Comment ça sera possible? Il est insupportable, impossible à imaginer qu'on puisse prendre 70 000 hectares et dire aux gens, vous ne mettez plus les pieds là-dedans. Moi, je vois deux solutions. Faire comme dans les parcs nationaux australiens, c'est-à-dire qu'on ne marche pas sur le sol, on marche sur des petits caillebotis en bois. Une autre solution, c'est d'accéder par la canopée. Et évidemment, c'est très très beau. Donc comment est-ce que, d'après vous, il faudrait qu'on fasse pour pouvoir s'engager comme ça sur des générations? Oui, oui, c'est un défi, bien sûr, c'est un défi. Il va falloir que ça soit transgénérationnel. C'est clair que moi, je ne verrai pas le résultat de cette expérience. Mais je trouve que c'est beau et c'est à l'honneur de l'être humain de savoir faire ça. Les cathédrales gothiques, c'était souvent 5 générations humaines. Donc il fallait bien qu'ils se transmettent. Voilà. Le mode de vie actuel qu'on a dans des pays riches comme le nôtre, c'est frénétique. Dès qu'il y a un nouveau téléphone portable qui permet de gagner quelques fractions de seconde, les gens se précipitent. Les avions, les TGV, etc. Philosophiquement, je trouve que c'est très discutable et je constate que l'histoire nous le montre, que ce qui est le plus beau, c'est ce qui a pris le plus de temps. Et par la canopée, évidemment, c'est très très beau. Donc comment est-ce que, d'après vous, il faudrait qu'on fasse pour pouvoir s'engager comme ça sur des générations? Oui, oui, c'est un défi, bien sûr. Voilà. Le mode de vie actuel qu'on a dans des pays riches comme le nôtre, c'est frénétique. Dès qu'il y a un nouveau téléphone portable qui permet de gagner quelques fractions de seconde, les gens se précipitent. Les avions, les TGV, etc. Philosophiquement, je trouve que c'est très discutable et je constate que l'histoire nous le montre, que ce qui est le plus beau, c'est ce qui a pris le plus de temps. Voilà pour cette vidéo de présentation du projet de l'association Francis Allais. On aura peut-être l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans la seconde partie de cette table ronde, quand on va évoquer justement ces possibilités d'action commune grâce à tous les projets qu'on vous présente aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec nos intervenants et on va commencer par présenter le projet du groupe forestier citoyen Lupicatao. Et avec vous, Emmanuel Reperand, vous êtes cofondateur de ce projet. Tout à fait. Il est né comment, ce groupe forestier citoyen? Suite à des coupes rases. Voilà. On a réagi suite à des coupes qu'il y avait dans le secteur. On était un petit peu inquiet de l'avenir de nos forêts. Donc on a cherché à se constituer, à savoir comment agir pour les protéger. Ou les gérer autrement. Donc on a choisi le statut de groupement forestier, qui est un statut du type SCI, où le principe est d'acheter les forêts. Voilà. Donc c'est ce qu'on fait. Donc c'est composé de Périgourdins, de Limousins, de Charentais, des gens d'un peu plus loin. Vous êtes combien? On est 150. 85% des gens sont sur le territoire. Il doit y avoir une dizaine de personnes dans la salle qui en font déjà partie. Et le principe, donc, c'est préserver, restaurer, parce qu'on a des parcelles qui sont bien anthropisées par l'homme, qui ont été exploitées pendant de longues années, mais on sort de tout intérêt économique. Voilà. Le monde ne s'interdit pas de couper des arbres. Concrètement, comment vous vous organisez au quotidien? Comment ça se gère un groupement forestier comme celui-ci? C'est beaucoup d'administratif. Voilà. Moi, je suis informaticien, donc l'informatique m'aide beaucoup. Et ensuite, et ensuite, c'est du travail de terrain. Donc le principe, c'est que les associés du groupement
prennent en main la gestion des forêts. Aillent sur place, aillent sur les parcelles, identifient les problématiques, des problématiques de manque de lumière, des problématiques d'invasion par des espèces exotiques, et après proposent une gestion, une intervention. L'idée, donc on est suivi par un technicien forestier qui fait partie du groupe de Francis Allais. Il était dans les Vosges avec eux là, pendant ce tournage-là. C'est lui qui nous forme, qui nous guide. Après, on a plein d'autres techniciens, sylviculteurs, scientifiques qui participent à tout ça. Et l'idée, c'est de faire une intervention en forêt pour la restaurer, la mettre un peu sur le droit chemin, et de sortir quand même un petit peu de bois, hein, parce qu'on se chauffe au bois, on construit au bois. Et si le principe, c'est de démontrer qu'une autre gestion est possible, c'est d'essayer de la pratiquer. Voilà. Donc on n'a pas toutes les solutions, on est dans le doute aussi, on essaie, on communique avec nos voisins, les autres propriétaires locaux qui font des choses très bien, et puis on avance. Et avec le recul, vous êtes satisfait? Tout le monde s'y retrouve? Oui, il y a une bonne action, une bonne dynamique, on est très bien accepté par tout le monde, par le PNR, par tous les acteurs locaux. Non, ça se passe bien, on est bien accueillis, bien reçus, et il y a un bon développement. On parle de cette notion de patrimoine commun à travers cette table ronde. Quelle vision vous avez de cette notion-là? Comment vous vous situez par rapport à ça? Alors déjà, une forêt qui appartenait à une seule personne, maintenant elle appartient à 150 personnes. Donc il y a une mise en commun, ça reste de la propriété privée, mais il y a quand même une mise en commun, un partage de toutes ces natures pour les personnes, pour les habitants locaux. Après, c'est tous les services que rend la forêt qui est important et qui est du bien commun. On parle beaucoup de l'eau. Nous, un des sujets, c'est aussi la préservation de l'eau et toute la faune. Il ne faut pas oublier qu'ici, on est sur du granit, que toute l'eau est stockée en forêt, dans le sol, en zone humide, en forêt humide, etc. Donc, il faut mettre une priorité sur les restaurations des zones humides et sur ces forêts-là pour que ces zones-là puissent restituer l'eau en période sèche, en période de sécheresse et de canicule qu'on subit de plus en plus. Donc, l'humidité en Périgord, c'est grâce aux forêts diversifiées en âge et en espèces, feuillues. Voilà. Donc on a quand même un risque, si on est si on est dans une surexploitation de ces zones forestières, on a quand même un risque de rupture de la condensation. C'est-à-dire c'est cette rosée qu'on a le matin. Si on vient pour nettoyer tout le sous-bois et avoir juste quelques arbres, on a une perte d'humidité, on a un changement d'atmosphère forestière. On a des vents qui circulent et on peut avoir tous des gros problèmes d'accès à l'eau. Merci Emmanuel Repérant. Je vais proposer à nos intervenants ou à la salle de réagir, de poser des questions par rapport à ce projet de groupement forestier citoyen Lupicatao, si vous avez des interrogations, des réactions à apporter. Madame. Je vais faire passer le micro si vous plaît. Ça fait combien de temps? C'était la question. Septembre 2020. Donc ça va faire 3 ans. 3 ans. Ce qu'on n'a pas dit, c'est qu'on a 52 hectares maintenant sur une dizaine de communes. Donc les plus gros îlots font 13 hectares et après, c'est des petites parcelles éparpillées. Notre secteur, c'est le nord nontronais. Hein, donc par rapport à Abja et Piégut-Pluviers, on ne va pas à plus d'une demi-heure de nos forêts. Il y a quand même beaucoup de forêts dans notre secteur, donc on a bien à faire. Donc on reste assez localisé. Et après, il y a d'autres groupements comme le nôtre qui se créent juste à côté. Il y a l'Escureau, enfin l'Écureau, sans le S, qui est sur Saint-Pierre-de-Frugy. Il y a Tronc commun qui est sur les Guillac. Et puis SOS Forêt est en train de créer le leur. Des petites entités comme ça qui agissent localement pour les forêts qui sont proches de chez eux. Lupicato, qu'est-ce que ça veut dire? Lupicatao, avec l'accent. Avec le petit accent. Sinon, les Occitans vont encore nous gronder. C'est le pic. Le pic noir notamment. Donc notre petit logo, c'est un pic noir. C'est un des plus grands pics qui vit en forêt. Voilà, qui aime bien les vieux arbres, les vieilles forêts, les forêts notamment en bonne santé. C'est là où il s'installe. Ou en monoculture aussi. Je crois qu'on a une question. Peut-être une question là-bas. Là-bas. Oui. Bonjour. Bonjour. Aviez-vous, à la création du groupe, le même objectif, la même idée de ce qu'était une forêt, ce que vous vouliez comme forêt et comment vous y êtes-vous pris pour avoir un objectif commun? Combien de temps ça a pu prendre? Non, au départ, c'était les coupes rases, on n'en veut pas.
C'était très simple. On a des forêts où on aime bien se promener. On n'a pas envie d'arriver du jour au lendemain où il n'y a plus de forêt. Et c'est ce qui se passe dans certains secteurs. Donc, c'était assez basique comme idée. Après, on a appris beaucoup de choses. On apprend encore. Enfin, de toute façon, en tant que forestier, on apprend tout au long de notre vie. Mais on apprend à lire le paysage, à comprendre l'écosystème, à comprendre les problématiques, parce qu'au départ, on s'est dit, on achète, on ne fait plus rien. On laisse en libre évolution. Donc une partie des forêts seront laissées en libre évolution. Maintenant, on le voit qu'il y a des problématiques. Et qu'il y a quand même, si on veut que ces forêts soient en bonne santé, on va dire, sur le court terme, dans notre intérêt, on est obligé d'agir. On se donne l'obligation d'agir. Mais il y a certaines zones, on fera une intervention, et s'il n'y a pas besoin de revenir, on ne reviendra pas. Quand on apporte une forêt à l'Oppicato, c'est une mise à disposition définitive ou il y a un acte notarié qui fait que le groupement achète la forêt et donc la personne n'en est plus jamais propriétaire si jamais comment ça se passe à ce niveau-là? Donc, il y a différentes manières de rentrer en tant qu'associé dans le groupement forestier. C'est soit un apport en numéraire, en argent, soit un apport en nature, soit un apport en industrie. En industrie, c'est une compétence ou du matériel. Ça, on ne le fait pas, en tout cas pas encore. L'apport en nature, donc vous vous dépossédez de vos parcelles de forêt, le groupement devient propriétaire des forêts en échange de parts sociales. Voilà. Donc vous détenez maintenant des parts sociales dans le groupement forestier à valeur, on s'est mis d'accord par rapport à vos forêts, mais c'est bien le groupement qui devient propriétaire avec acte notarié. Merci. Est-ce qu'on a d'autres questions? Madame, là? Oui, bonjour. Bonjour. Comment est-ce que vous procédez? Vous démarchez ou enfin, voilà. Pour trouver les forêts, Ouais. y a le bouche à oreille. Il y a des gens, y a un monsieur qui est venu à un café forêt. La parcelle qu'on a visitée ce matin, c'est un monsieur qui est venu à un café forêt, qui avait une petite parcelle de zone humide, un demi-hectare en zone humide à Piégu-Pluviers, enfin à Saint-Estèphe. Et donc il est venu comme ça, il nous l'a vendu. On a des personnes de Piégu qui nous ont vendu des parcelles. On a eu des apports en nature. Sinon, après, quand on a identifié un secteur qui nous intéresse, on va en mairie, où on demande au centre des impôts qui est propriétaire, et après on prend contact, soit par courrier, soit par téléphone, soit on essaie de trouver quelqu'un qui connaît la personne, et puis de rentrer en contact physique, qui est quand même beaucoup plus intéressant. Mais voilà, petit à petit, c'est comme ça. Et après, quand on est propriétaire de forêt, l'avantage, c'est qu'on a un droit de préférence d'achat des parcelles contiguës si elles sont mises en vente, sur certaines conditions. Il y a plein de conditions. Mais si la vente fait moins de 4 hectares, eh ben, on est prioritaire sur l'acquisition des parcelles attenantes. Donc c'est là tout l'intérêt quand on a, nous, des parcelles sur une dizaine de communes, c'est qu'on va pouvoir après grossir certains îlots et avoir une gestion sur des plus grosses surfaces. D'autres questions par rapport à ce projet? Une dernière avec madame? Est-ce que vous envisagez d'ouvrir votre forêt au public? C'est le bien commun, c'est ouvert. En dehors des actionnaires de votre groupe? Bien sûr, c'est ouvert. D'accord. La plupart des forêts dans le Périgord sont ouvertes. Les propriétaires privés ne clôturent pas et tolèrent à ce qu'on passe sur les chemins ou quand vous allez ramasser des champignons. Certains mettent des panneaux, mais la plupart du temps, c'est toléré. Nous, c'est complètement ouvert. Vous pouvez aller ramasser des champignons, il n'y a pas de souci. C'est dans le respect des lieux. C'est pas pour venir tout ramasser et rien laisser aux autres. On n'a pas le droit de ramasser de bois. Comme le dit Francis Allais, on essaie de laisser un maximum de bois en forêt. Nous, on s'interdit de prélever tout ce qui fait moins de 7 cm. Tout ce qui fait plus de 7 cm, ça reste en forêt. Et le mieux, c'est d'avoir un maximum de bois mort, voire des gros bois morts en forêt. On estime à plus de 20 mètres cubes de bois mort par hectare qu'il faudrait pour avoir une belle condition de naturalité. Parce que l'eau aussi est stockée dans le bois mort. Et comment vous faites savoir que vous exigez ça? Parce que finalement, il peut y avoir des piétons, mais pas seulement. Il peut y avoir aussi des motos ou des quads. Pardon. Il peut y avoir aussi des motos, des quads, des piétons, et vous autorisez l'accès à tous. Tant que ce n'est pas détérioré, on va pas bloquer. On est tous habitants du territoire, on profite tous des forêts de différentes manières. Tant qu'il n'y a pas de dégradation, voilà. S'il y a des dégradations, on sait qui aller voir et puis... Parce que c'est aussi un problème d'assurance. Enfin, je veux dire, vous avez aussi
Pardon? Vous avez aussi une assurance, je suppose. On a une responsabilité civile, oui. Qui vous permet, d'accord. Merci beaucoup Emmanuel Repérant pour la présentation de ce projet. On aura l'occasion d'y revenir tout à l'heure dans le second temps de la table ronde. On va maintenant partir sur la commune de Cussac en Haute-Vienne avec deux représentants qui sont ici. Rémi Grenouillet, élu à la commune de Cussac, accompagné de René Léonard, ancien directeur général des services et propriétaire forestier privé également. Projet communal de rachat de forêt et de chaufferie communale. Comment est arrivé ce projet et en quoi il consiste ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Une petite page d'histoire d'abord. La forêt communale de Cussac, qui fait aujourd'hui à peu près 100 hectares sur un massif principal et puis d'autres biens qui ont été achetés au fil du temps. Monsieur le maire vous l'expliquera. Donc nous avons une histoire qui remonte aux années 75-77. Il y avait un massif sur un hameau qui s'appelle Boubon, qui faisait 60 hectares à peu près, 65 exactement, qui appartenait à un propriétaire parisien, un monsieur qui avait ce patrimoine forestier depuis de nombreuses années. Il les connaissait à peine, il savait qu'il avait quelque chose, mais il ne savait pas où. Et en fait, ce qui a alerté l'équipe municipale de l'époque, c'était la présence d'une grosse parcelle, une grosse patate là, sur le plan cadastral qui faisait 60 hectares d'une seule parcelle, un seul numéro. C'est exceptionnel sur nos secteurs où on a des parcelles nombreuses. Un émiettement, on parle de timbre-poste et c'est vraiment le cas chez nous. Donc là, c'est quelque chose qui était original sur ce territoire communal et le maire a eu la curiosité de rechercher le nom du propriétaire parisien et il est allé à sa rencontre, ils ont organisé un rendez-vous. Et donc le maire est reparti après avoir partagé une bouteille de whisky avec le propriétaire et il est rentré le soir en ayant gagné la partie. Il avait acheté d'un seul coup, ce que vous avez fait en 2 ans, il avait acheté 65 hectares. Et donc, l'affaire a démarré comme ça. La commune de Cussac n'avait pas de patrimoine forestier public commun. Il y avait quelques biens sectionnaires. Ceux qui s'intéressent à la forêt, vous savez à peu près ce que c'est, ce qu'on appelle les communaux. Quelques biens sectionnaires éparpillés sur différents hameaux qui n'étaient pas gérés et qui n'intéressaient personne. Personne ne s'en occupait à l'époque. Maintenant, le fait qu'il y ait une forêt communale, ça a permis aux élus de ces différents hameaux de s'intéresser à ce petit patrimoine et ils l'ont rattaché à la propriété communale. Ce sont devenus des biens qui appartiennent au domaine privé mais de la commune. Voilà pour la page d'histoire. Donc depuis ces années-là, les années 80 on va dire, la commune s'est retrouvée avec un patrimoine qu'il fallait gérer, comme vous. Le problème, c'était du taillis de châtaigniers exclusif, il n'y avait que du taillis de châtaignier et qui avait été exploité, on dit à courte révolution, c'est-à-dire qu'il était coupé relativement souvent, au rythme de 10 ans, 15 ans, parfois moins, selon l'usage que l'on faisait des bois, sur un relief assez prononcé, puisqu'on a un dénivelé sur ces 100 hectares de 125 mètres à peu près, ce qui est beaucoup sur notre secteur, puisque le point culminant est à 470 mètres sur cette forêt. Donc, la question que se sont posées les élus, qu'allons-nous faire? Parce que le châtaignier dépérissait, il y avait de moins en moins de marché sur ces bois qui n'intéressaient pas les acheteurs, les petites entreprises qui valorisaient ce qu'on appelait essentiellement le feuillardage, les feuillardiers, et les bois de piquet, de parquet, qui étaient des ressources qui étaient très valorisées localement. Mais là, il fallait faire quelque chose. Donc, l'Office national des forêts, qui est l'organisme compétent pour gérer les forêts publiques, aussi bien les forêts communales que les forêts des départements ou des régions et de l'État, donc était compétent et il a été sollicité. Il y avait donc des techniciens et ingénieurs sur Limoges qui sont venus, qui ont examiné cette forêt, qui l'ont explorée quelque part et qui en ont conclu que face à ce dépérissement, il fallait rechercher les causes et voir quel type de sylviculture, quel type de boisement on pouvait envisager d'installer pour renouveler, pour régénérer cette forêt qui était en voie de dépérissement. Parce que c'est bien beau de laisser faire, mais lorsqu'il n'y a plus rien, il faut quand même
on a une mission aussi, nous, les humains, on doit essayer de faire quelque chose pour améliorer la situation et accompagner, voire aider la nature autant que possible. Donc, il y avait à Limoges un laboratoire de biologie végétale à la fac de sciences avec un professeur, Jean-Pierre Verger, qui a fait partie d'un GDF. Chez nous, il était membre actif, il était passionné aussi, justement par ces problématiques. Et il s'est rendu compte, en faisant des analyses de sol avec les étudiants, et ils en ont conclu qu'à certains endroits, il n'y avait plus du tout de calcium dans ce sol. Et même le châtaignier, qui est pourtant une essence calcifuge, qui a horreur d'avoir les pieds dans le calcaire, elle a besoin quand même d'un minimum de calcium pour fonctionner. Donc, devant ce constat, l'Office national a proposé de récolter le taillis de châtaignier sur l'ensemble de ces 60 hectares. Ça ne s'est pas fait brutalement en une seule fois, ça s'est fait en 3 temps sur plusieurs secteurs. Et donc l'idée c'était de ne pas perturber le sol, un minimum, de laisser des rémanents. Ça rejoint tout à fait ce que vous faites. Donc il y a eu une recette, évidemment. Il y a eu des produits qui ont été récoltés, qui ont permis à la commune de récupérer une partie de l'investissement qu'elle avait fait pour acheter les 65 hectares. Il y avait à l'époque des aides publiques pour l'acquisition de forêts, il y en a encore, pour près de 60%, ce qui fait que quand on faisait le total des dépenses, c'était couvert à 100%. Voilà pour l'histoire. Donc ensuite, des reboisements en essence feuillue et résineuse. L'État avait le souci de faire des plantations avec une certaine rentabilité, une approche économique, une approche aussi environnementale et sociale, en installant aussi des feuillus. Et pour répondre aux soucis de la population locale, qui voulait à tout prix conserver son taillis de châtaignier parce qu'il savait qu'il y avait des champignons, il y avait d'autres intérêts. Il voulait ne pas perdre ces avantages-là. Donc l'équipe municipale de l'époque, il y a 45 ans, s'est dit il faut qu'on trouve une solution intermédiaire mixte. Et l'ingénieur de l'ONF a proposé une solution astucieuse. Il a dit on ne va pas supprimer, éradiquer le taillis de châtaignier, mais là où il est bienvenant, et même partout, on laissera des bandes de taillis de châtaignier et on fera des replantations en timbre-poste, justement, de façon à progressivement faire évoluer cette forêt vers une futée de feuillus et de résineux. Et 45 ans plus tard, monsieur le maire pourra vous dire où l'on en est, ce que ça donne. Voilà pour cette histoire. Et donc, la commune a pu, à partir de ce patrimoine forestier, bâtir un projet qui vous sera présenté tout à l'heure, qui est très complémentaire, un projet d'utilisation des bois produits sur notre territoire, très localement, à travers un réseau de chaleur bois et une chaufferie bois communale. Et justement, en quelques mots, expliquez-nous comment il fonctionne, le circuit aujourd'hui de ce projet sur la commune. Donc bonjour. Donc c'est une chaufferie à plaquettes, donc à bois déchiqueté, avec deux grosses chaudières qui fonctionnent, donc qui sont alimentées régulièrement par un silo et des vis. Et donc cette chaufferie alimente 11 bâtiments dans la commune, dont un EHPAD. Et donc on y passe voilà, à peu près pour un équivalent de 50 000 € de bois, mais c'est quand même, ça reste relativement bon marché par rapport à d'autres ressources. Et les administrés de Cussac, ils ont réagi comment à ce projet, comment ils le vivent au quotidien? Ça se passe bien pour l'instant, il n'y a pas de problème. Ils sont assez satisfaits parce que c'est quand même une énergie qui est bien moins chère que du fioul, par exemple. Voilà. Une précision, cette chaufferie, elle fonctionne depuis en 2007. Ouais. Elle a 15 ans déjà d'expérience de fonctionnement. Et en 15 ans, les choses ont beaucoup évolué, et notamment le prix des matières premières. Et puis, il ne faut pas oublier non plus, René a raison, mais c'est surtout qu'aussi la forêt de Boubon, c'est une réserve d'eau. Il y a des captations, donc elle sert aussi pour alimenter tout un syndicat et beaucoup de communes en dessous. Et c'est aussi pour ça que c'est une forêt assez importante. On va pouvoir vous poser des questions sur ce projet dans un instant. La dernière question, on parle de patrimoine commun, même question qu'à Emmanuel Repérant. Comment vous vous positionnez par rapport à cette notion de patrimoine commun?
Bien, je ne parlerai pas de patrimoine commun parce qu'en fait, là, c'est un patrimoine communal. Donc, il a déjà un caractère commun, au moins par rapport aux habitants de ce territoire, de cette commune. La commune de Cussac, c'est 3200 hectares, si vous voulez, et la forêt ne représente que 100 hectares. Mais c'est un bien partagé, commun, effectivement, d'usage, ouvert, mais avec quand même des réglementations. Il y a un plan, un programme de gestion de la forêt publique qui est assuré par l'Office national des forêts, et il y a le code forestier qui s'applique aussi. Donc il y a des règles à respecter, et un élu, une équipe d'élus, doit rester très vigilante aujourd'hui avec toutes les problématiques que l'on connaît. Et donc, il y a de grosses responsabilités, à mon sens, aujourd'hui. C'est la même chose d'ailleurs pour les propriétaires privés. Nous avons face à nous de grosses problématiques de sécurité et de partage de cet espace commun, dit commun. On va pouvoir vous poser des questions pour réagir à cette présentation du projet. Est-ce qu'on a des questions dans le public par rapport à ce projet de rachat de forêt par une commune? Et auprès de nos intervenants, peut-être aussi. Là-haut, en haut à gauche. Merci. Bonjour. Bonjour. Du coup, la chaufferie, elle a été dimensionnée pour être alimentée exclusivement par cette forêt de 100 hectares, où il y aurait des possibilités de valoriser du bois autre, issu de particuliers ou de bois issus de parcelles agricoles. On parlait d'agroforesterie hier. Mais, on a pensé que la forêt, ce n'était pas suffisant. Donc on achète maintenant les bois qui sont à côté sur les marchands de bois. C'est-à-dire que vous avez les marchands de bois comme Mazières, qui est la commune à côté, comme un peu plus loin les Trois Cerisiers. Donc on leur achète aussi donc, le bois qui est déchiqueté, qu'eux n'utilisent pas. Donc forcément, c'est du recyclé. D'accord. Voilà. Donc c'est quand même aussi, c'est assez valorisant. Hein. D'accord. Oui, par contre, oui, vous avez raison. C'est intéressant comme question parce qu'à l'origine, l'élément déclencheur pour inciter l'équipe municipale et la population de Cussac à réaliser ce projet, à accepter ce projet et à le réaliser, ça a été le fait justement que la commune ayant une propriété, un patrimoine forestier relativement conséquent, c'était une sécurité aussi. C'est-à-dire, les élus pouvaient dire à leur population, nous avons une propriété qui nous permettrait d'être autonome en matière d'approvisionnement de notre chaufferie. On n'a pas besoin de bois extérieur. Mais M. Grenouillet a raison, dans la réalité, on s'est rendu compte, c'était pas notre métier de produire du bois de plaquettes. Il y a des entreprises qui étaient spécialisées, donc on avait une bien meilleure rentabilité, et donc ça permettait à la commune d'avoir une gestion beaucoup plus classique de sa forêt pour la faire évoluer vers une futée d'arbres centenaires et non plus du taillis de châtaigniers que l'on coupait tous les 8 à 10 ans. Donc je trouve que l'élément déclencheur, ça a été très intéressant. Sinon, on n'aurait pas de chaufferie ni de réseau de chaleur à Cussac aujourd'hui si le maire n'était pas allé acheter ses 65 hectares il y a 45 ans. Et une dernière question avant de passer au projet suivant avec monsieur. Oui, bonjour à vous et puis bravo pour votre initiative. Par contre, est-ce que vous autorisez l'affouage dans la forêt, dans votre forêt, et à qui et comment ça se passe? Voilà. Alors, nous l'avons pratiqué au tout début parce qu'il y avait quelques personnes qui demandaient, qui étaient intéressées, mais on n'a pas voulu se charger avec ce type de fonctionnement parce qu'on n'avait pas de techniciens sur place. Les techniciens de l'ONF étaient sur Limoges et on avait procédé par une coupe systématique pour pouvoir faire des reboisements. Donc on n'avait pas vraiment de place pour l'affouage. L'affouage, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le fait de délimiter des petits lots de bois que l'on peut céder à des propriétaires de la commune, de façon plus ou moins gratuite, mais c'est surtout pour permettre de faire un entretien de la forêt. Merci. Il n'y a pas d'approche économique. Ils ne doivent pas couper ce bois pour le vendre, mais seulement pour leurs besoins personnels. Merci René Léonard et Rémi Grenouillet pour cette présentation du projet de chaufferie communale sur Cussac en Haute-Vienne. On va passer au parc naturel régional Périgord-Limousin avec vous, Laure Danglas, chargée de mission forêt pour le PNR. Rappelez-nous d'abord les missions du PNR. Alors, un parc naturel régional est un projet de territoire. C'est une collectivité, un syndicat,
qui rassemble des communes, des communautés de communes, les départements et la région, à travers un projet, une charte, notre guide qui dit dans quels axes on veut travailler, quelles sont nos priorités et quels sont les moyens qu'on va affecter pour y arriver. Donc si on se focalise sur les forêts, finalement les forêts sont assez transversales à toute notre charte, puisqu'on va parler de forêt quand on va parler d'eau, quand on va parler de biodiversité, de valorisation des ressources locales, d'éducation et de culture. Et plus spécifiquement, nous, vraiment sur la forêt, on est invité à travailler sur la valorisation durable de la ressource locale, notamment avec une action privilégiée à destination des entreprises de la filière bois, alors entreprises et acteurs, parce que finalement, en fait, on parle beaucoup de filières. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais finalement, la filière bois est composée de tous ceux qui ont à un moment donné un intérêt dans leur activité sur ces espaces-là. Donc ça représente énormément d'acteurs différents. Et donc concrètement, pour arriver vers ces objectifs-là, dès les années 2000, le parc a mis en place une charte forestière de territoire. Et c'est un outil qui est développé au national, hein, ça n'a rien d'unique. Mais la philosophie est assez intéressante, puisque autour d'une table, on va mettre ce que je disais, tous les acteurs qui ont un intérêt avec les espaces forestiers. Donc les propriétaires, des professionnels, les élus, des institutions aussi. L'État est quand même assez présent dans tout ce qui est matière de forêt. Des associations de randonnée, associations naturalistes, des instituts de recherche aussi. En fait, tous ceux qui peuvent être intéressés par ce sujet. Ça fonctionne vraiment sur la base du volontariat. Et ensemble, on fait un état des lieux du territoire et on se dit finalement, sur notre territoire, compte tenu de ce qu'on a, vu nos objectifs, qu'est-ce qu'on peut déployer comme action? Et donc, ça constitue les chartes forestières de territoire qu'on renouvelle tous les 3 ans, on change les programmes. Et donc, au-delà du programme d'action, en fait, cette charte forestière a permis de mettre en place sur le territoire une vraie dynamique de dialogue et de co-construction partagée. Finalement, c'est un petit monde quand même, donc on se connaît tous. On collabore vraiment de façon très efficace et opérationnelle et positive sur le terrain. Voilà, je pense que là-dessus, c'est vraiment et c'est quelque chose sur lequel vous souhaitez insister, c'est l'échange, la collaboration, pouvoir discuter avec les uns les autres. Oui, parce que, quand on est sur le dialogue ou l'échange de postures, on peut avoir des mots forts, c'est vrai que la vidéo était vraiment très intéressante, c'était une bonne idée. On a quand même un certain style de vocabulaire qui est employé. On parle d'espoir, on parle de massacre, on peut avoir un champ lexical basé sur la peur qui n'amène pas forcément à l'action. Quand on s'affranchit de ça et qu'on va sur le terrain, nous on a un réseau, par exemple, on a un réseau d'une 40aine de parcelles vitrines de gestion, de tout type de gestion forestière, avec différentes problématiques, de la question de la gestion des dégâts de gibier, de la question de la gestion du dépérissement, juste de l'amélioration sylvicole. On a des parcelles sur des forêts publiques, on a des parcelles sur des forêts privées avec des conventions. Et c'est des outils qui nous permettent d'aller sur le terrain et de voir ce qu'il y a. Parce qu'une forêt, oui, on parle de la forêt, mais la forêt, c'est des propriétés, c'est des contextes de sol, c'est est-ce qu'on a des entreprises qui sont capables de la travailler? C'est pas juste... c'est très, très complexe. On parle d'écosystème naturel, mais en fait, c'est un écosystème à toutes les strates. Laure Danglas, question traditionnelle de cette table ronde. Comment vous vous situez par rapport à cette notion de patrimoine commun qu'on évoque? Alors, je dirais que la forêt, de façon évidente, produit énormément de services qui sont de l'intérêt général. Patrimoine commun, oui, la question de la purification de l'air, l'infiltration de l'eau. On est sur des services rendus qui sont totalement communs, qui sont rendus à tous. Après, il y a aussi tout le volet culturel, historique. La société aujourd'hui, elle est aussi le fruit des travaux passés des forêts. On est quand même un territoire rural basé qui a tiré sa survie sur l'exploitation des forêts à travers les temps. Donc voilà, il ne faut pas non plus s'asseoir sur ça. Et ça fait partie de notre patrimoine commun. Après, d'un point de vue, c'est aussi mon métier très, très terre à terre, on reste sur du parcellaire, une forêt privée à 99%. Donc la question de vraiment la possession, voilà, moi je ne vais pas partager forcément cette question de patrimoine commun à ce niveau-là. Je dirais que vraiment on est sur la question des enjeux qui sont
sinon commun au moins à partager. Et voilà, pour moi, plus largement au niveau du parc, la question est bien de savoir comment travailler ensemble et pas s'opposer sur ces questions pour trouver des solutions pertinentes. Des questions, des réactions suite à cette présentation du PNR? Alors dans le public ou avec nos témoins de cette table ronde? Pas de main levée, pas de main. C'est que c'était parfait, c'était parfait. Des réactions peut-être autour de la table avec nos intervenants? Ah, on cherche à allumer le micro. Non, c'est tout bon? Emmanuel Reperand. Est-ce qu'on m'entend? Ouais. Ouais. Nous, on a eu un besoin de s'isoler au départ quand on a créé le groupement pour se faire notre propre expérience. Voilà. Donc on était assez fermé au départ et petit à petit on s'ouvre et c'est le PNR qui est venu vers nous en disant c'est intéressant ce que vous faites, comment on peut vous aider, groupement forestier alternatif, tout ça. Voilà. Donc c'est des techniciens qui sont passionnés, tous, aussi bien au niveau de l'eau, des zones humides, etc. On peut faire appel à eux et ils sont d'une grande aide. Donc c'est toujours un plaisir de travailler avec le PNR. Donc ça donne des pistes de réflexion pour tout à l'heure aussi, pour la seconde partie de la table ronde, pour travailler tous ensemble. On va tout de suite s'intéresser au projet Fibois avec Stéphanie Robert, qui est chargée de mission forêt et première transformation chez Fibois. Vous pouvez commencer par nous rappeler ce qu'est Fibois et son rôle? Alors oui, donc Fibois Nouvelle-Aquitaine est une association de loi 1901. À caractère donc associatif, sur la base du volontariat. On regroupe l'ensemble des acteurs et des maillons de la filière forêt-bois. Donc on va aller du propriétaire forestier, l'exploitant, le scieur, le transformateur, ébéniste, charpentier, jusqu'à l'architecte, metteur en œuvre du matériau bois. L'association a deux principaux objectifs. Le premier objectif va être tourné plus vers les maillons de la filière, donc ça va être la mise en réseau, le lien entre les différents maillons de la filière, parce que ça peut arriver qu'une entreprise qui soit située au nord de la Dordogne s'approvisionne, on va dire, à des centaines de kilomètres, alors qu'à 15 km ou 20 km de chez elle, elle a une entreprise qu'elle ne connaît absolument pas, qui fait les produits qu'elle a besoin. Donc ça, c'est vraiment la mise en réseau, le lien, le dialogue sur des thématiques que les entreprises peuvent partager. Donc ça, c'est une première partie de nos missions. Et la deuxième partie de nos missions, ça va être plus de la promotion, de la sensibilisation, du conseil. Là, de manière plus globale, on va dire, ou générale, sur ce qu'est la forêt, quels métiers on y trouve, quelles activités on trouve en forêt, et sur la partie filière bois. Et donc là, on va, comme aujourd'hui, participer aux tables rondes, manifestations, faire des interventions au niveau des scolaires. Mais là, en restant vraiment très global et générique, puisque on n'a on vend rien, quoi. On n'a aucune action commerciale. On est vraiment une association de loi 1901. Ça représente énormément de maillons, beaucoup de monde. Comment ça se gère, tout ce monde au quotidien? C'est ce qui fait toute la complexité de l'association. Donc on a plus de 370 entreprises adhérentes sur toute la Nouvelle-Aquitaine. Fibois Nouvelle-Aquitaine a 5 antennes différentes, 7 salariés, donc voilà, peu nombreux entre guillemets pour le territoire. Et l'objectif, c'est de trouver des sujets communs, notamment à chaque maillon, et notamment de mettre en place des actions collectives qui vont servir à 1, 2 ou 3 maillons et qui vont permettre de faire avancer et toujours dans un esprit de dialogue, de discussion et d'échange. Question traditionnelle de cette table ronde. Comment vous vous situez face à cette notion de patrimoine commun? Alors, Laure a à peu près dit ce que je voulais dire aussi, mais c'est pas grave, je vais le dire de manière différente. La forêt a des services,
on en est tous. Elle rend des services à la société, que ce soit sur la partie stockage de carbone, eau, la partie également accueil du public, biodiversité également. Il y a aussi la partie production de bois. Parce qu'on est dans un monde où on utilise le bois aussi au quotidien. Si on fait attention à ce qu'il y a autour de nous, on va se rendre compte que le bois, on l'a utilisé au quotidien. Une table, une chaise, une porte, fenêtre, les maisons. Donc pour pouvoir avoir ce bois, il faut aussi récolter la ressource que nous avons, parce que ça serait illogique de se dire non, je ne touche pas à ma forêt, je vais chercher le bois ailleurs. Et donc, pour moi, c'est un non-sens. Donc, tous les emplois aussi économiques qu'il va y avoir derrière. Mais par contre, par rapport à la notion de patrimoine commun, la forêt est privée à 99% en Dordogne. Et donc, il y a une notion de propriété privée aussi. Et le dernier a décidé, entre guillemets, l'investissement ou la gestion ou ce que je fais de cette forêt, ça va être le propriétaire forestier. Merci beaucoup Stéphanie Robert. On va passer à l'échange et aux questions. S'il y a des questions dans la salle. Ça a encore été très clair. Question juste devant. Madame. Bonjour. Bonjour. Fibois, je voudrais vous demander comment vous vous situez par rapport à la gestion forestière et comment vous conseillez vos adhérents. Alors, au niveau de la gestion forestière, pour nous, il y a 3 types de gestion forestière, enfin 3 grands types, avec des nuances à chaque fois, mais il y a 3 types de gestion forestière. Il va y avoir une gestion forestière qui va être plus dédiée à la partie production. Donc là, on va avoir des peuplements futaies régulières, que ce soit feuillus ou résineux, avec un système après de reconstitution plus par plantation. Vous allez avoir un deuxième grand type de gestion qui va être la partie plus enrichissement, c'est-à-dire qu'on va avoir déjà un peuplement existant pour lequel il va y avoir X ou Y problématiques, donc par exemple le taillis de châtaignier avec les dépérissements, mais pas sur toute la parcelle, où là on va faire du coup de l'enrichissement, c'est-à-dire qu'on va garder une partie de la parcelle en gestion dite plus naturelle, et une partie va être travaillée par l'homme. Alors que ce soit en ligne ou ce qu'on appelle des potées travaillées, c'est-à-dire ça va être des placeaux sur la parcelle. Et ensuite, vous avez une dernière grande catégorie de gestion qui va être la gestion plus irrégulière ou laisser faire comme peut faire le GF Loupicato. Vous ne favorisez aucune gestion? On ne favorise aucune, on donne le conseil au propriétaire et après ça va être le propriétaire en fonction des éléments qui va décider ce que lui veut faire de sa propriété. Est-ce qu'il a un objectif de production? Est-ce qu'il va avoir un objectif mixte, on va dire, ou est-ce qu'il va avoir un objectif patrimonial, autre, chasse? Il y a plein d'objectifs. Chaque propriétaire va avoir son propre objectif. Allez-y, vous avez droit à une deuxième question. C'est offert. Est-ce que vous avez développé au sein de Fibois une charte de bonne conduite pour la sauvegarde de la biodiversité? Alors, c'est pas notre rôle, entre guillemets, c'est plus le rôle du CRPF, le Centre régional de la propriété forestière, éventuellement. La seule charte, nous, qu'on a menée, c'est une charte de bonne pratique de l'usage de la voirie dans le cadre de l'exploitation forestière. Il y a eu quelques soucis il y a quelques années avec des destructions, notamment de voiries. Après, nous, comme je vous ai dit tout à l'heure, on est une association de loi 1901. On peut donner du conseil, on peut donner, comme aujourd'hui, discuter, avoir des échanges. Après, ce n'est pas nous qui sommes sur le terrain tous les jours derrière la personne. Est-ce qu'elle fait vraiment ce qu'on lui a dit? Voilà, c'est vraiment, on est. Non, du coup, vous vous êtes pas penché sur la question finalement au sein de votre association? Non. Après, on est en mutation et en évolution perpétuelle. Des sujets, des thématiques. Ils sont différents tous les ans, donc ça peut-être d'ici 1 an, 2 ans, 18 mois, ça peut être une problématique qui va émerger ou qui va être prégnant au sein de l'association. Je peux pas, pour l'instant, non. Une question là-haut avec monsieur.
coup, vous êtes une association avec Oui. un conseil d'administration. Oui. Et quels sont les membres du conseil d'administration? Est-ce que tout propriétaire peut accéder au conseil d'administration? Alors, au niveau des propriétaires forestiers, c'est le syndicat des propriétaires forestiers de Dordogne qui est membre de l'association. Alors, c'est un peu compliqué comme on est organisé, parce qu'on est organisé en antenne. Du coup, on a des conseils d'administration locaux. Par exemple, sur l'antenne de Périgueux, on a un conseil d'administration qu'on appelle un comité de section. Et après, on a un conseil d'administration régional. Pareil, par collège. Il y a 5 collèges au sein de l'association. Et on a des représentants par collège à chaque fois. Et c'est réservé uniquement à des propriétaires forestiers? Non, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, il y a 5 collèges. Donc, le premier collège, c'est celui du propriétaire forestier. Le deuxième collège va être celui de la mobilisation, donc les exploitants forestiers. Le troisième collège, c'est celui des scieurs. Le quatrième collège va être celui des transformateurs de bois. Et le cinquième collège est celui de l'utilisateur des bois. D'accord. C'est très technique. Est-ce qu'on a une autre question? On va terminer sur cette question avec monsieur. Juste pour prolonger quand même, parce que derrière, il y avait la question du est-ce que n'importe qui, est-ce que nous, on peut rentrer au conseil d'administration si on est propriétaire d'un morceau de bois Alors, en fait, d'un hectare. c'est des organisations de propriétaires qui rentrent à l'interprofession. Le syndicat des propriétaires forestiers va être membre du conseil d'administration. Le groupement de développement forestier, donc le GDF Nord Périgord par exemple, est membre du conseil de l'association. Et on a d'autres groupements de développement, mais on n'a pas d'individu. Un propriétaire individuel ne peut pas accéder au conseil d'administration. Mais l'Upicatao pourrait rentrer au conseil d'administration? Il pourrait rentrer dans le groupement de développement forestier pour y être. Après, la question ne s'est pas posée jusqu'à maintenant. On a eu plus des organismes professionnels. Voilà. Après, si je comprends bien, à voir. Oui, juste si je comprends bien, si je parle en termes économiques, de profit, de marge, et si possible à court terme, je suis le bienvenu. Par contre, si je parle en termes de protection, de biodiversité, d'échéance à 100 ans et de patrimoine, là, ça va être un peu plus compliqué de trouver dans quel collège je vais pouvoir m'inscrire. Alors, nous sommes une interprofession de la filière forêt-bois. Donc, il faut que vous ayez à minima, faut que vous soyez à minima propriétaire forestier et que vous rentriez dans un des organismes qui vous représentent pour être à l'interprofession. C'est comme toute interprofession. Vous avez des interprofessions agroalimentaires, du vin, c'est pareil, voilà. Merci beaucoup, Stéphanie Robert. Ah, une petite intervention. Oui. Laure Dangla. Juste pour rebondir sur ce que tout à l'heure les colloques qui géraient Bielowieza disaient, on a quand même, il y a les forêts primaires, on en a besoin, on a aussi besoin des forêts secondaires. Et simplement un petit chiffre, c'est qu'on a fait le travail sur le parc de regarder, on a 90% des communes qui possèdent des entreprises qui travaillent le bois. Donc quand on parle de super profit, de tout ça, enfin, pensez que c'est aussi en fait nos voisins, c'est des gens qui font vivre les territoires et je pense que ça peut être intéressant de ne pas mettre tout le monde dans une espèce de gros panier des méchants d'un côté et des gentils de l'autre. Et vraiment, nous, en Périgord-Limousin, c'est une chance. On a une richesse, nous, on se rend compte. Au niveau des parcs, on travaille avec tous les autres parcs de toute la France. Il y a les parcs dans les Pyrénées, il y a une seule scierie dans tout le département. Même les propriétaires qui veulent gérer de façon irrégulière, ils trouvent personne pour venir faire des travaux ou gérer leur bois. Donc au final, il ne se passe rien. Et effectivement, les scieries travaillent du bois qui vient d'ailleurs. Donc la logique, dépassons un petit peu les choses et restons sur du factuel. Merci Laure Dangla. Une toute dernière question avec monsieur là-haut. Ouais. Est-ce que c'est pas la politique du pire? Je répète. Est-ce que c'est pas la politique du pire? Est-ce que c'est pas la politique du pire? C'est pas parce que dans les Pyrénées c'est pire que chez nous c'est bien. Non, ce que je voulais dire, c'est qu'en fait c'est vraiment une force parce que sans cette filière là, on a aussi, la filière
est aussi lié à sa ressource. On a 80% de feuillus sur le territoire, et c'est aussi quelque chose qui est lié, qu'on a la filière qui est liée à ces espaces-là. Et oui, on peut la gérer parce qu'on a des débouchés et parce qu'on a des entreprises qui peuvent la travailler. Et puis je pense que de temps en temps, on a quand même besoin d'avoir un petit peu de bois. Par exemple, la Notre-Dame de Paris qui a besoin de chêne en ce moment pour faire sa toiture, il y a certains chênes qui viennent de la chapelle Montbrandex. Oui. Donc voilà. Il nous reste 2 minutes pour une dernière question. Pour faire écho à ce que disait Laure, je suis bois forestier et puis à Nontron depuis 45 ans, je m'occupe de bois. Je peux dire que la biodiversité, il faut faire attention parce qu'on avait à Nontron, un nombre d'industries, de petites scieries, etc. Et que ce nombre, la dégradation du tissu forestier a été catastrophique ces dernières années. Dans ma commune, on avait 2 scieries, il n'y en a plus. À Nontron, il y en a pratiquement plus. Il y en avait un nombre certain. On ne va pas faire le détail. Donc, c'est important. Et ce que se rendent pas compte les gens, c'est qu'à mesure une scierie qui disparaît, c'est de la biodiversité qui disparaît. Parce que les scieries, elles avaient des usages particuliers, etc. Aujourd'hui, si on ne se préoccupe pas, c'est-à-dire que si on fait de l'amalgame sur justement l'interprofession, etc., on se trompe parce que, qu'est-ce qu'on va faire? On va conduire ce pays à devenir une réserve de minerais. C'est-à-dire que, parce qu'ailleurs, il y aura toujours des grosses boutiques, etc. Et ça sera contre-productif. Il faut faire attention, quand on dit l'économie, ça compte pas, etc. Si, ça compte. C'est important pour que, justement, on garde les emplois, etc. Parce que moi, je suis effaré quand je suis arrivé ici. Il y avait des gens chez Cruvelier, par exemple, qui avaient un savoir-faire, des gens qui étaient capables de faire de la sculpture sur bois, etc. Tous ces gens-là ont disparu. On n'a pas idée de la dégradation qu'on a pu avoir dans ce domaine. Merci monsieur pour cette réaction. On aura l'occasion d'échanger. Est-ce que je peux faire une remarque, très rapidement, une remarque qui va contrarier Armand peut-être, mais est-ce qu'il n'est pas envisageable, je pense à Fibois en particulier, puisque vous êtes représentant de l'ensemble des acteurs de la filière, et en particulier de tout le monde économique. On ne nie pas l'intérêt et l'importance du monde économique. On est souvent assis sur une chaise ou on mange sur une table en bois, donc il faut aussi penser à tout ça. C'est aussi ça notre bien commun. Mais dans les entreprises aujourd'hui, on met en place des démarches de développement durable. Développement durable au sens de la responsabilité sociétale des entreprises. RSE, alors, de la RSE, sans vouloir parler de choses compliquées, responsabilité sociétale des entreprises, ça veut dire respect de l'environnement, responsabilité économique, sociale et environnementale. Est-ce que chaque entreprise de la filière, en particulier toute la filière, la partie économique, la partie transformation de l'exploitant forestier, la scierie, toutes les étapes de la filière ne peuvent pas négocier une charte commune de RSE qui permettrait en particulier de fixer un certain nombre de limites, respect des sols, respect de la biodiversité, respect de l'eau, fixer des règles dans ce domaine. Responsabilité sociale aussi, ça permet aussi de négocier ensemble les conditions de transaction des prix entre les acteurs de la filière, parce qu'il y a toujours des acteurs de la filière qui peuvent être lésés dans une filière. Oui. Et cette démarche globale, c'est sans doute compliqué, mais ça se fait beaucoup dans les entreprises aujourd'hui, en particulier dans les PME. C'est plus facile peut-être que dans les grandes entreprises. Est-ce que ce n'est pas quelque chose qui est envisageable? Est-ce que vous l'avez fait? Stéphanie Robert. Alors, la démarche RSE commence juste au sein de la filière. C'est vrai que jusqu'à maintenant, ça n'avait pas beaucoup émergé. On a quelques entreprises qui se sont lancées sur le sujet depuis, on va dire, 6-8 mois. Donc c'est tout récent. Je pense que c'est juste le début. Et vous avez raison, les entreprises vont passer par la case RSE. Et il y a des choses qui vont se mettre en place. On est dans
je pense qu'on est dans un moment, une période entre deux, en mutation aussi, avec des prises de conscience de certains. Alors, peut-être pas assez rapide pour la vie humaine, on va dire, mais le temps de la forêt est un temps très long. Il y a des choses déjà qui ont bougé, il y a des choses qui ont évolué. Vous parliez des sols, par exemple. On a un guide pratique sol là, depuis quelques années. Jusqu'à il y a 10 ans, ces démarches-là, elles n'existaient pas. Donc voilà, la profession se remet aussi en cause, pas forcément peut-être assez vite, mais il y a des démarches qui sont en cours et des démarches d'amélioration continue aussi au sein des entreprises. Et on pourra continuer de réagir et de répondre aux questions dans le second temps de cette table ronde, puisqu'il nous reste encore un projet à découvrir, celui de Jonathan Attias, cofondateur du mouvement Désobéissance Fertile. Il est né comment ce mouvement et qu'est-ce que c'est que ce mouvement, Jonathan ? Le mouvement Désobéissance Fertile, il existe depuis mars 2019. En fait, il est le fruit d'un cheminement qui est personnel. Moi, je viens du droit, en fait. C'est l'éducation que j'ai reçue. C'est-à-dire que j'ai œuvré depuis 10 ans à essayer de faire du lobbying citoyen, associatif, en faveur de l'intérêt général, en démarrant par les semences paysannes. Et donc j'ai travaillé dans les vestibules de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et j'ai vu tous les rapports de force qui s'exerçaient. Et en 2018, je ressors de cette expérience épuisé. Je vois qu'il y a énormément de recours jusqu'au Conseil constitutionnel qui permettent d'invalider des lois en faveur de l'intérêt commun. Et donc, je passe par une énorme phase de déprime et très vite, je me dis que les grands changements dans l'histoire, quand on l'étudie, n'ont pas été le fruit de parlementaires ni de législateurs, mais d'une partie de la population qui s'est regroupée et qui a dit stop, on va avancer, on va faire autrement. Et donc, c'est cette partie de l'histoire qui m'a intéressé de vivre et qui m'intéresse encore aujourd'hui de vivre. Et je ne veux pas du tout dénigrer ce qui est fait, en fait. Je trouve ça très précieux d'entendre chacune ici présent, de jouer son rôle, de jouer sa partition pleinement. Et je pense qu'on a un moment de l'histoire où, quand j'écoute ce qui est fait avec Francis Allais et son association, ça réveille en moi beaucoup d'émotions, en fait. À la fois de la colère, à la fois de l'envie de faire autrement. Et surtout, je me vois aujourd'hui, non pas en opposition, mais comme quelqu'un qui vit en 2023, qui est père, qui est fils, qui est humain, en fait, et qui vit dans l'écosystème. Et donc, je vais essayer de réfléchir à ce qui va être le mieux. Et vous vouliez me poser autre chose comme question ? Aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce que vous proposez avec ce mouvement ? Qu'est-ce que vous revendiquez ? Déjà, il y a une chose très simple, pour prendre un peu une vision plus méta, et pardonnez-moi, je vais rétro-pédaler légèrement. Dans quel monde vit-on aujourd'hui, finalement ? Aujourd'hui, on vit dans un monde où le profit est roi. Donc en fait, quand on parle de commun, on oublie de dire que dans la forêt, aujourd'hui, il y a une vision, certes, vivrière, nourricière à travers le bois de construction et le bois de chauffage, mais il y a surtout une dimension utilitariste, économique. Et qu'aujourd'hui, c'est cette vision-là qui prime. Moi, je vois aujourd'hui les forêts à quel point elles sont détruites parce que le cours du bois augmente. On parle de la gestion locale, mais il y a en fait une intégration internationale de cela qui est fait, de l'export. Il n'y a aucune intelligence qui est déployée entre nous, habitants, pour voir, alors même qu'on a des rapports du GIEC qui sont là chaque année, des fameuses COP internationales. Dans les faits, il n'y a rien pour moi qui se fait à la hauteur de l'enjeu auquel on doit être présent. Et donc, nous, ce que l'on prône, c'est une responsabilisation de chacun. Il n'y aura pas de figure prophétique, en fait. Encore moins institutionnelle, dans la mesure où elle va servir l'intérêt économique. Bien sûr qu'à chaque fois, il y a des acteurs et des actrices qui œuvrent, mais je parle d'une vision méta, là. Donc, en fait, comment on va faire ? C'est nous qui allons être celles et ceux que nous attendions. C'est un proverbe Hopi, ça. Et donc on va essayer de se regrouper, comme Lou Picato le fait, mais aussi dans des moments de lutte. Hier, il y avait un moment historique qui se jouait à travers les soulèvements de la terre et ses bassines. Pardonnez-moi si je digresse, mais c'est parce qu'à un moment donné, les habitants, et quand je dis les habitants, c'est pas seulement de la localité, c'était international, se disent stop, ça y est. On veut appartenir aussi à ça et on va occuper l'espace, on va occuper le terrain, on va être présent. Et donc nous, on appelle à ce courage-là, en fait, et à ce courage ensemble dans la discussion. C'est pas on sait très bien qu'on est tous dans le même monde, finalement. On ne va pas s'opposer
Et ça se traduit par quelles actions au quotidien? Si moi, demain, j'ai envie de rejoindre le mouvement Désobéissance Fertile, c'est pour faire quoi? Il y a plusieurs choses. Déjà, il y a la place que nous-mêmes, on va occuper dans les écosystèmes. On n'invite pas à vivre dans la forêt. On invite à acheter, occuper des terres agricoles en vue de les régénérer et de s'intégrer dedans. De raconter une nouvelle histoire, en fait, à laquelle on appartiendrait, qui ne serait pas le fruit de domination éternellement, mais vraiment de cohabitation. Et donc, il y a le terme « aggrader », pour nous, qui fait sens, qui est l'inverse de « dégrader », et auquel on essaye de se familiariser dans nos quotidiens. C'est un apprentissage de chaque jour, et c'est vraiment comment on va réussir, en fait, à vivre avec. Et voilà, c'est ce qu'on essaye de faire, nous, par l'exemple. On fait beaucoup de retours d'expérience de nos erreurs, on en commet énormément, et on avance ainsi. Et en quelques mots, vous avez sorti un livre, notamment sur ce projet de Désobéissance Fertile. Comment réagit le citoyen lambda qui vous lit et qui découvre votre projet? En fait, il y a plusieurs choses. Déjà, on a tous un ras-le-bol institutionnel énorme de par cette inaction. Donc, en fait, parfois, ça suscite de l'enthousiasme. D'autres, ça suscite beaucoup de freins, de peur, de levée de bouclier. Le mot désobéissance, c'est un mot très clivant, en fait. Parce qu'on a toujours appris à obéir, finalement, dans tous les stades et les âges de nos vies. Donc, quand on va affirmer cette posture de désobéissance, ça va cristalliser quelque chose tout de suite. Nous, c'est la dimension de conscience qui prévaut là-dedans, en fait. On s'inspire beaucoup des travaux d'Henri David Thoreau, qui a placé sa conscience avant son obéissance à l'époque dans la désobéissance civile, de figures comme Gandhi, Martin Luther King et autres, ou Rosa Parks. Et là, on va essayer de le faire, non pas au service de la cité, mais au service du vivant dans lequel on va s'inclure. Et donc, là-dessus, on va essayer de trouver une boussole, parce qu'on est des êtres de droit, finalement. On a besoin aussi de nous réguler dans notre vie collective, et on va se demander quel est le socle commun qui va nous structurer à partir de cela. Et ce socle commun, nous, ce qu'on a établi, c'est qu'il existe une déclaration universelle des droits de la Terre, qui a été établie par un conglomérat de peuples autochtones en 2010, qui ont établi 4 articles définissant les droits et devoirs des humains à l'égard des autres espèces. Et donc on va essayer de réfléchir nos actions, peut-être les lois qui vont régir notre vie en société, en prenant cette constitution de base, comme pour la République française, qui a pris la Déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen comme base constitutionnelle afin d'avancer sur les lois. Et ben, nous, on va changer de socle de constitution. Voilà, c'est ça ce qu'on préconise. Et pour résumer, la question traditionnelle, comment vous vous situez face à cette notion de patrimoine commun? En fait, je trouve que Francis Allais, il en parle très bien dedans par rapport à la question du temps, finalement. C'est une question qu'on se pose trop peu souvent. Il y a une réflexion d'un peuple un peu particulier, le peuple iroquois, qui se demande, avant de statuer systématiquement, quelle va être la conséquence de mon action pour les 7 prochaines générations. Et c'est un peu ce que nous dit Francis Allais quand il nous parle des 900 ans, finalement, ou des 1000 ans. Et donc, la question qu'on va se poser, effectivement, nous, on y est beaucoup à travers l'habitat léger, cette notion d'éphémère, d'humilité et tout ça, mais qui va se poser aussi pour nous au travers de la forêt, c'est comment on va agir, dans quelle échelle de temps, qu'est-ce qu'on va privilégier. Et donc, en fait, la question du commun, c'est marrant parce qu'il y a la commune dans le commun, il y a le communal dans le commun. Mais pour moi, aujourd'hui, la commune et le communal, ils ne répondent pas encore au commun. Parce qu'il a perdu trop de prérogatives, en fait, par rapport à l'État et aux réformes. Donc, en fait, pour moi, le commun, aujourd'hui, il va se réfléchir entre nous autres habitants. C'est nous qui sommes les plus à même, de par l'usage que l'on va faire et l'intelligence qu'on va déployer, de voir quelles ressources on va pouvoir faire. Et ça a été théorisé dans les années 70. Ça s'appelle le communalisme. C'est l'idée qu'il y ait des assemblées d'habitants, tout simplement, avec des expertises, comme la Convention citoyenne pour le climat a pu l'être, qui vont délibérer de l'usage qui va en être fait, et aucune autre institution supérieure pourra le faire à leur place. Et on va avoir l'occasion d'en reparler dans les prochaines minutes, dans la deuxième partie de cette table ronde. D'abord, est-ce qu'on a des questions par rapport à ce projet? Alors d'abord, des applaudissements. Une question de madame, juste là. La difficulté que l'on a actuellement par rapport aux lois, c'est que nous avons énormément de lois, mais qui ne sont pas respectées. Nous avons cette grande difficulté à faire respecter les lois dans tous les domaines. Nous sommes dans une période de crise où effectivement il y a énormément de réflexions, et je me rends compte ici. Dans tous les domaines, nous avons des difficultés, que ce soit la santé, que ce soit l'éducation, que ce soit l'écologie ou
autre secteur d'activité que je connais moins, nous avons des difficultés. Mais dans ces périodes de crise, c'est les périodes où nous réfléchissons le plus. Et donc, quand vous parliez de commun, il faut absolument que chacun d'entre nous, dans nos secteurs, nous fassions le lien. Je vous donne un exemple qui n'est pas de l'écologie directe. Aujourd'hui, on fait un constat qu'une femme meurt tous les 2 jours, soit d'un coup de son conjoint ou de son ex. Il y a des lois, mais ces lois ne sont ni respectées et ne sont ni, comment on pourrait dire, non seulement elles ne sont pas respectées, mais on ne met aucun moyen pour qu'elles le soient. Donc, les lois, il faut se donner les moyens pour qu'elles soient respectées. Merci madame pour ce témoignage. Oui, je veux bien rebondir sur ce que vous dites. C'est que là, il y a un exemple très parlant actuellement qui se déroule en Corrèze, sur le plateau de Millevaches. Il y a aussi un groupement forestier citoyen qui s'était constitué en 2017, il me semble, qui voulait acheter d'abord une première parcelle. Ils étaient en lien avec le propriétaire d'alors, et une cellule Déméter, qui a été une cellule gouvernementale qui luttait un peu contre les militants écologistes et tout ça, a conseillé aux propriétaires de ne pas leur vendre la parcelle pour aller à d'autres. Donc en fait, il l'a vendu à un agriculteur, et l'agriculteur, dès l'achat, a détruit véritablement le bois, un bois pluricentenaire, pour faire de la prairie. Et ce même collectif, voyant tout ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'ils ont vu que les lois, effectivement, existaient, certes, bien que sur la forêt, ce serait intéressant peut-être de l'évoquer si ça n'a pas déjà été fait, elles sont pour moi beaucoup trop insuffisantes par rapport à nos voisins européens. Et peut-être que des experts comme OPNR peuvent témoigner de ce qui se passe ailleurs. Voilà, je ferme cette parenthèse. Mais là, actuellement, on voit que ils ont pris conscience que l'État ne les aiderait pas, voire pire, aller parfois même les défavoriser. Et là, il y a une forêt qui est en train de se faire couper, détruire, le mot est un peu fort, mais j'ai envie de l'employer tout de même. Et donc, ils vont se mobiliser physiquement, ils vont occuper la forêt de façon assez conviviale, en offrant des cafés aux gens, ainsi de suite, mais ils vont être présents chaque jour devant cette forêt. Ça se joue actuellement. Ce collectif s'appelle Le Chat. Ils sont soutenus par Canopé, cette association. Et donc, ils occupent l'espace. Ils sont là et ils sont présents. Et je pense qu'aujourd'hui, dans notre éducation collective, il est important de nous asseoir ici, en fait, d'échanger, de comprendre l'autre et essayer de dialoguer, parce que le dialogue est la base de tout, mais il est important aussi d'occuper l'espace. Et quelles que soient les conséquences, finalement. Moi, c'est vrai que, je vais fermer cette parenthèse, j'ai 4 procès actuellement contre moi. Du coup, il y a un risque potentiel que dans les prochaines années, j'aille en prison. Et j'en ai une peur bleue, je vous dis la vérité. Par contre, j'ai plus peur de cela que de dire que je n'aurais pas agi à la hauteur de ce qui me semblait être le plus juste pour moi et pour ma famille et pour les autres, enfin ma famille terrestre même. Donc en fait, il y a la question à un moment donné qui va se poser. Et ce qui est beau aujourd'hui, c'est qu'on voit qu'on est dans une telle impasse, d'une certaine façon, que ça ouvre la place à l'audace, que ça ouvre la place en fait à aller, on y va, ok. On n'y va pas pour faire n'importe quoi, hein, mais par contre on y va, et on n'y va pas seul surtout, on va y aller ensemble. Une dernière réaction, madame, allez, avec le micro, pour qu'on vous entende bien. Voilà. En fait, il faut un projet commun, mais nous avons à nous battre contre un système mondialisé, économiquement perverti. Et je vais reprendre les mots de madame, il nous faut un projet commun pour passer à la suite de cette table ronde et à cette discussion pour tenter de proposer, voir quelles sont les propositions d'action commune qu'on peut mettre en place sur le territoire avec les ingrédients indispensables pour une action commune. Alors tout le monde peut participer, vous pouvez participer dans la salle évidemment, et je vais demander à nos témoins d'évoquer des idées de projets communs qu'on pourrait mettre en place. Qui souhaite se lancer en premier ? Pas tous en même temps. Jean-Rétor Mathias, vous aviez commencé à nous parler voilà, d'assemblée. C'est la continuité, c'est l'assemblée d'habitants. Finalement, c'est ces socles communs qui existent, ces socles constitutionnels qui vont être la base des réflexions de ces fameux droits de la terre. Et ensuite, de là, chaque décision sera prise sous le prisme,
par la collectivité finalement. C'est elle qui va décider de cela, et selon la décision qui va être prise, eh ben, on va la respecter, quelle que soit la prérogative préfectorale ou régionale ou d'une quelconque autre institution. C'est ces habitants qui vont décider, ça part de là. Et c'est eux qui vont établir le sujet, c'est eux qui vont définir, avec des conseils d'experts comme la Convention l'a fait, cette Convention citoyenne pour le climat, mais juste on va appliquer ce que les habitants veulent, tout simplement. Et comment on met ça en place concrètement? Eh ben, on s'assied, on parle, et on décide, et on est légitime. Des réactions par rapport à ce projet? Ah, on parle de charte. Est-ce que c'est pour établir une charte? C'est-à-dire qu'il y a une base qui est la base soit des droits de l'homme, soit des droits de la terre. C'est elle qui sert de base finalement, cette constitution. Ce que nous. Bien sûr, c'est posé, c'est dans le marbre. D'autres. Alors moi j'ai peut-être juste une remarque, parce que je suis debout, j'en profite. Allez-y. Non, mais par rapport à ce que vous dites là, à l'instant, là, on a quand même des systèmes démocratiques. On sait bien que, voilà, on connaît les limites, on est d'accord. Mais ils existent et ailleurs, ils ont fait quand même leurs preuves par rapport à d'autres. Encore une fois, c'est une question de curseur. Hein. Mais est-ce que pourquoi ça ne marche pas cette démocratie on est sur le projet forêt. Je vous pose la question. Hein, pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi on continue à arracher des souches, à transformer des forêts en prairies alors que normalement on n'a pas le droit? Pourquoi on n'y arrive pas, quoi? Qu'est-ce qui se passe localement? On va parler du local, sans parler de l'international. Hein. On est vraiment sur notre territoire, en Périgord-Limousin, en Goumois, là, sur ce secteur. Pourquoi on n'arrive pas à éviter ce qui se passe? Est-ce que vous avez des idées de réponse? Pardonnez-moi de monopoliser la parole, après je vais laisser la parole. En fait, pour contextualiser ça, j'aimerais prendre juste un peu plus de hauteur qui concerne l'élection municipale. Donc on a des représentants directs avec la commune. Et en fait, à partir du moment où ils sont élus, ils ne sont plus les représentants des habitants, mais les représentants de l'État, en priorité. Et je vais vous donner un exemple pour cela. C'est l'exemple des épandages de pesticides. Des maires avaient pris des arrêtés municipaux pour interdire l'épandage de pesticides en Bretagne il y a quelques années de cela. Et le préfet avait retoqué l'arrêté municipal en disant ce n'est pas à vous de décider de cela, c'est à l'État finalement. Et donc ils avaient été amenés au tribunal administratif, et au tribunal administratif, le tribunal avait donné raison au préfet, évidemment. Et donc la mairie à ce moment-là a dit bon bah désolé, je vais faire ce que me dit l'État parce que apparemment il semblerait que je n'ai pas le droit, et si je désavoue l'État, je risque d'engager ma responsabilité juridique personnelle. Mais en fait il y a une question très simple à se poser si on ne va pas regarder du côté de l'Assemblée ou du Sénat. C'est le maire et les élus municipaux sont les élus de qui? Vraiment, c'est une question la plus simple. Est-ce qu'on est l'élu de l'État ou est-ce qu'on est l'élu des habitants? Et quand les habitants, dans le cas des pesticides, ne voulaient pas unanimement de ces épandages à moins de 150 ou 200 mètres, eh ben pour moi, on doit interdire coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Et que se passera-t-il? On va mettre les 900 habitants en prison? Je ne pense pas, en fait. Il y a un rapport de force, en fait. Il y a un rapport de force. Et ce rapport doit être fait avec les élus territoriaux. Voilà. Pour moi, c'est ça. C'était vers ce à quoi je voulais vous amener, c'est-à-dire que est-ce que la prise de pouvoir, elle n'est pas là? Elle n'est pas à devenir élu pour pouvoir justement ne plus être dépendant de ce pouvoir d'État ou de région? Et que vont faire les élus surtout, une fois élus? Qu'allons-nous faire en tant qu'élus une fois élus? Parce qu'on le voit, hein, je pourrais vous en parler des heures, je vais céder là. Mais qu'est-ce qu'on fait une fois élus, en fait? Les élus de quoi, de qui? On va peut-être un petit peu vite dans les réponses, mais il y a peut-être encore des questions. Des questions, des réactions, des propositions d'actions communes aussi, Laure Dangla. Alors moi, par ma petite expérience, je dirais qu'il y a, si effectivement il y a un consensus local pour faire évoluer les choses, bon, ouais, des recommandations de ne pas être dans l'extrémisme, enfin on reste... On parle quand même d'arbres et de forêts. Il ne faut pas arriver à l'image que c'est un crime d'aller couper un arbre. Hein. On est quand même, voilà, on est tous là-dessus. Je pense qu'on peut tous trouver des intérêts croisés. On est tous d'accord. Laissez-moi vous laisser parler.
Ce que je trouverais vraiment intéressant, en fait, on se rend compte chaque fois qu'on fait quelque chose sur le terrain, en fait, les discours, ils sont apaisés et on trouve toujours des solutions croisées, en fait. Les difficultés qu'il peut y avoir, on va les avoir quand on est hors sol, mais pas... Quand on est, disons, quand on va parler, mais on n'a pas sous les yeux ce dont on parle, ou on n'a pas les gens avec qui on parle. Quand on est sur le terrain, quand on est sur une coupe, quand on est devant une forêt où on se dit, ben voilà, maintenant que je suis propriétaire, qu'est-ce que je fais ? C'est beaucoup plus facile d'aller avancer sur un projet commun. Voilà, par exemple, l'idée qu'on peut avoir, une idée un peu théorique de se mettre tous autour d'une table et de dire quelles sont les techniques qu'on peut promouvoir ou pas. On peut l'écrire, mais si on veut qu'elle soit autre chose que juste un vœu pieux ou quelque chose de théorique, il faut la confronter au terrain. Sinon, on fait des belles chartes qui restent dans des placards. Et si on veut aller jusqu'au concret, il faut qu'on avance sur des solutions qui sont véritablement opérationnelles. Effectivement, les propositions qui viennent des habitants, parce que c'est vrai que la notion de paysage, c'est quelque chose qui vient depuis peu dans les questions forestières. Le code forestier, c'est un code de sylviculture, on est d'accord. Donc ça commence à émerger. Mais effectivement, il faut à un moment donné qu'on se mette autour d'un cas concret. Il y a des grands principes, mais vraiment opérationnellement, comment on peut transformer ces grands principes et ces volontés, qui sont quand même collectives, hein. Je pense qu'il n'y a aucun forestier qui se lève le matin en disant ah, « chic, je vais détruire aujourd'hui ». Tout le monde a l'envie de bien faire quand même. Donc je pense qu'on peut trouver, je suis certaine qu'on peut trouver des solutions et peut-être partir de quelques exemples, quelques massifs, quelques initiatives citoyennes et voir comment ensemble on avance des solutions. Pas partir peut-être tout de suite à une échelle supra parce qu'on le voit, il y a vraiment des enjeux qui sont trop vastes, à mon avis, qui vont nous éviter d'aller dans du concret. Emmanuel Repérant. Pour faire une proposition, je reviens à la problématique de l'eau. Ça va devenir un problème de plus en plus présent. On est à 1,1 degré d'augmentation de température au niveau mondial. On est à 1,5 degré d'augmentation de température au niveau français. Et on sera toujours un peu plus chaud chez nous. Et on va vers un 3-4 degrés d'ici la fin du siècle. Voilà. Donc, quand mes enfants seront vieux, c'est pas sûr qu'ils voient l'âge de la retraite. La problématique de l'eau sur le territoire, on l'a vu un petit peu ce matin, on a acheté une zone humide qu'on veut préserver. On fera appel à Guillaume Desac du parc pour nous conseiller sur comment la gérer, s'il faut faire quelque chose ou ne rien faire. Par contre, le voisin, c'est pas empêché de tout raser, même autour du ruisseau. Et c'est des petits ruisseaux, c'est des choses qui sont peut-être pas suivies au niveau du territoire. Mais ce que j'avais envie de faire, c'est de rassembler autour de la table le syndicat des eaux de Moulins-Pinard, le PNR, le SEN, l'ADEME, les élus locaux, la communauté de communes, pour se dire, voilà, on a des ruisseaux, des rivières qui alimentent ces zones de captage. Ce serait bien de faire prendre conscience à tous les propriétaires que ça concerne tout le monde. Et donc, aussi bien les agriculteurs que les exploitants agricoles que les propriétaires, ayez conscience qu'on ne coupe pas des arbres au bord des ruisseaux. Alors, ça concerne tout le monde. Donc, ce sera un travail qu'on va faire peut-être conjointement avec Laure et puis avec le syndicat des eaux pour essayer de discuter concrètement qu'est-ce qu'on peut faire. Et Loupicato sera là à demander comment nous on peut aider, où est-ce qu'on doit agir. Forcément, sur les parcelles agricoles, ce n'est pas notre domaine, mais guidez-nous. C'est-à-dire, on est de bonnes initiatives, on a un peu de finances, on a plein d'énergie, donc voilà. Laure Danglais, une réaction peut-être sur ce type de projet, puisque vous êtes concerné avec le PNR? Ah bah, bien volontiers. Il y a les mêmes problématiques côté Haute-Vienne, parce que la ressource en eau, c'est quelque chose, surtout on envisage un peu que sur le territoire, il y a plutôt une hausse démographique dans les quelques années à venir, puisqu'on sera plutôt un territoire où il fera bon vivre. Et la ressource en eau, elle est sensible. Et quand les captages d'eau sont dans des zones très forestières, il y a un enjeu de
gestion pour améliorer la qualité de l'eau. Donc on va le faire volontiers, s'il y a besoin, on est là, pas de problème. Avec plaisir. Stéphanie Robert. Il existe, d'ailleurs c'est le parc qui l'avait mis en place, un guide qui s'appelle Sylviculture et cours d'eau. Qu'on a peut-être, que les entreprises ont peut-être un petit peu oublié parce qu'il a 5, 6 ans, 7 ans. Il faut peut-être le remettre à jour, il faut peut-être le redistribuer. Il y a eu comme tout le monde, on a des mauvaises habitudes qu'on gomme quand on informe les gens et qu'on reprend au bout d'un certain temps. Donc c'est pareil, c'est un éternel recommencement de connaissances, de portée à connaissance, d'information. Ça peut être aussi, nous l'interprofession, on peut être relais par rapport à ce guide qui avait été très bien accueilli à l'époque, il y a 8 ans je crois. Je crois qu'il a 8 ans. Ouais. On se rend compte que tout le monde est écolo. Tous les propriétaires, l'écologie c'est trop bien. Par contre, quand il y a un chèque devant le nez, on voit plus l'écologie. Et on se confronte à ça continuellement, dès qu'on veut acheter des parcelles. L'écologie, ce que vous faites, c'est trop bien. Par contre, vous proposez combien? Donc oui, c'est un peu compliqué avec les propriétaires. Et là, quand je parle d'exploitation, c'est qu'il n'y a pas de technicien entre l'exploitant et le propriétaire. Des fois, le propriétaire n'est même pas dans la région, donc l'exploitant, il vient, il prend tout. Donc la faute, elle est double. Mais les techniciens, le PNR, même le CRPF sont là pour peut-être aussi faire tampon pour ne pas surexploiter ces zones-là. Après, il faut savoir aussi que la seule rémunération du propriétaire, c'est la coupe de bois. Et les aides publiques. Alors, c'est pas une rémunération. Il y a les aides publiques. Les aides publiques, c'est comme vous, quand par exemple vous avez une vieille voiture que vous les primes à la casse, c'est une aide publique aussi. Donc il y a plein d'aides publiques partout dans tous les domaines. Donc voilà, les aides publiques, ce n'est pas une rémunération, c'est une aide au propriétaire. C'est d'où son nom. Jonathan Mathias. Je rebondis sur ce que dit Emmanuel. C'est vrai qu'il y a une vraie question au niveau de la transversalité de la ressource. Pardonnez-moi. Nous, on voit qu'on a acquis quelques hectares de bois et on a ramené une microbiologiste des sols pour étudier ce sol forestier. On s'attendait à voir quelque chose de très riche, énormément de richesse là-dedans, et en fait, on s'aperçoit qu'il n'y a pas du tout de champignons. La biologiste était très surprise en voyant. Elle s'est dit, mais il n'y a pas du tout de champignons dans votre forêt, comment ça se fait? Et en fait, on se rend compte que 300 mètres plus haut, il y a une parcelle céréalière de blé dans laquelle le cultivateur va mettre un fongicide. Et en fait, nous, qui sommes plus bas, avec plusieurs centaines de mètres, la forêt va pâtir de cela, finalement. Et va empêcher ce fameux mycélium dont parle Francis Allais très bien et d'autres, de se composer pour permettre à la forêt ainsi de se développer. Et donc, en fait, se pose une question au niveau de la ressource globale, de la gestion globale. C'est en ce sens que je parle de l'Assemblée. C'est pas d'un seul coup s'asseoir, c'est vraiment essayer de comprendre dans sa transversalité ce qui se joue de par nos usages. Quand on va mettre un produit, comme vous dites, phytosanitaire, quelles conséquences va-t-il y avoir pour celui ou celle qui va boire l'eau, pour la forêt qui va être en contrebas? Et ça, on manque cruellement de ces réflexions-là aujourd'hui, et donc de ces agissements. Et c'est pour ça que je parle des habitants dans leur ensemble qui sont en capacité de voir la cause et la conséquence de chaque action. Stéphanie Robert, vous n'aviez pas terminé juste avant de développer. C'est pas grave. En fait, je voulais dire, le jour où il y aura la possibilité, ce qu'on appelle les aménités forestières, c'est-à-dire c'est tous les services que rend la forêt, on parlait du patrimoine commun, le jour où le propriétaire, par X ou Y mécanisme qu'il faut peut-être imaginer, sera, alors vous parliez d'aide, on va dire, peut-être rémunéré ou, je ne sais pas, pécunier ou pas, ou par impôt, je ne sais pas, il faut vraiment imaginer. Le jour où le propriétaire aura un retour, entre guillemets, par rapport à ces aménités qu'il rend, eh ben, les discours seront différents. Des réactions, des questions dans le public? Monsieur là-haut, bonjour. Oui. Alors on revient à Périgord. J'avais un truc préalable à dire. Il y a un code forestier, il y a aussi un code de l'environnement. Il est piétiné tous les jours. Parce que bon, il y a la liste des espèces protégées. On doit protéger l'espèce, on doit protéger son nid, on doit protéger le milieu dans lequel il vit. Moi, je vois pas comment on fait avec une abatteuse pour protéger un nid d'autour quand elle est en route. Hein. Bon, bref.
Alors je reviens au Périgord parce qu'au bout de 2 jours de débat, après les assises départementales, il me semble que la problématique est en fait liée au micro-parcellaire, donc qui fait que la gestion forestière est difficile, on l'a vu, et au droit de propriété. Alors moi je suis propriétaire de ma maison, mais si je paie mes volets en vert à Port-Rouge, le maire, il va me dire que peut-être je n'ai pas le droit de faire ça. Donc les gens qui ont plus de 25 hectares bénéficient d'un plan simple de gestion qui assure une gestion durable de leur espace forestier. Et tous les autres, et qui forment l'immense majorité qui constitue la forêt du Périgord, ne sont pas soumis à ces obligations. Donc, ils peuvent peindre les volets en vert à Port-Rouge, personne ne va rien leur dire. Donc, il y a quand même un vide juridique, un défaut de loi qui doit s'appliquer. Le gars qui a 1 hectare qui a envie de couper, il coupe. Et puis, il rend compte à personne. Il est là le problème essentiel. Donc, il faut renforcer les lois, renforcer la protection des petites parcelles forestières en disant ce qu'on a le droit de faire et de ne pas faire et comment le faire. Juste du coup, c'est vrai, c'est intéressant, c'est que finalement on dit que les lois sont pas bonnes, mais on en veut d'autres. On revient sur la question de la présence sur le terrain, de les faire appliquer. Mais en fait, vous avez mis le doigt dessus. La question, c'est de la gestion, c'est-à-dire l'intermédiaire entre le propriétaire et la coupe qui va se passer. Il faudrait qu'il y ait un temps, il y a un arrêt, il y a un temps de conseil, il y a un temps où on se pose, parce qu'une fois que c'est coupé, bah, c'est trop tard, on se retrouve à dire bah, qu'est-ce que je fais maintenant que c'est coupé. C'est pas pour la question de rentrée d'argent, hein, quand il y a 1 hectare qui est coupé, bon, part sur le plateau de 1000 vaches et où c'est du Douglas, mais quand c'est 1 hectare taillé qui est coupé, vous n'êtes pas devenu d'un coup riche. Et par contre, vous, effectivement, en termes d'espace naturel, vous avez perdu. Donc la question, c'est la gestion. Comment on fait dans une forêt privée à 99% avec un taux de morcellement immense, parce que c'est 4 hectares en Dordogne, c'est 2 hectares et demi ici, c'est 7 hectares sur le plateau de 1000 vaches. Donc vous voyez, on est vraiment ici c'est atomisé la propriété forestière. Comment on fait pour faire que des propriétaires petits s'intéressent à la gestion et pas juste à la question financière au moment où bah, on a l'héritage, ou on a un problème sur la toiture et on se dit bah tiens, finalement j'ai un bout de bois, je vais couper. Et effectivement, la question de l'argent, elle vient parce que les gestionnaires forestiers, bah, il faut bien qu'ils mangent aussi. Comment on intéresse? Et du coup, bon, bah, voilà, il peut y avoir des initiatives collectives, peut-être avec des bûcherons sylviculteurs. Je pense que là-dessus, si on a une systématisation de la gestion, on aura sans doute un résultat en termes d'action dans les forêts beaucoup plus acceptable et beaucoup plus... avec des services beaucoup plus collectifs rendus par l'intervention en forêt. Jonathan Attias et Stéphanie Robert, allez-y. allez-y, juste après Jonathan Attias. On va y arriver. Vous parliez des plans simples de gestion pour les propriétés de plus de 25 hectares. Il existe aussi les codes de bonnes pratiques sylvicoles pour les propriétés entre 4 et 25 hectares. C'est volontaire, mais ça existe aussi. Voilà. Jonathan Attias. Ça y est, on vous entend. Là encore se pose la question entre les besoins vivriers, nourriciers et les besoins économiques. Et le curseur n'est absolument pas le même. C'est-à-dire qu'évidemment, on aura toujours besoin, voilà ce qu'on disait, de couper et voir comment on va couper. Et c'est pour ça que je trouve intéressant le projet que vous portez, parce qu'il répond directement aux besoins en fait, des habitants de votre commune. Peut-être même qu'il pourrait dans le temps aller encore plus loin, c'est-à-dire qu'il y aurait une mise à disposition des administrés, des habitants, pour alimenter cette chaudière collective dans cet effort commun. Et en fait, il y a un volet en fait, pour nous qui est important de dissocier entre le besoin nourricier et le besoin purement économique qui a vocation, bien souvent, je me trompe, à l'export quand même, ou pas. Et là-dessus, il y a quelque chose, pour moi, qui se joue en fait dans notre réflexion et dans les actions qu'on va poser pour l'avenir. Voilà. Quels sont les besoins pour nos habitants, enfin pour nous en tant qu'habitants et pour les autres? Rémi Grenouillet. Oui, je voudrais rebondir dans un premier temps sur cette remarque. C'est intéressant parce que lorsque le projet est né, il y a presque 20 ans maintenant, les problématiques vivrières n'étaient pas celles d'aujourd'hui, notamment au niveau du chauffage. Qui aurait dit, il y a 15-17 ans, qu'on reviendrait au bois de chauffage? Je ne parle pas même des pellets, je parle du bois bûche,
comme on l'a fait l'hiver dernier et comme on sera certainement amené à le faire d'autres fois dans les années qui viennent. Donc ça, ce sont des réalités. Ça correspond à ce que disait Laure tout à l'heure. Je crois que c'est devant des réalités que l'on peut ensemble, effectivement, prendre des décisions qui soient raisonnées et qui permettent d'avancer. Et dans l'intérêt de la faune, de la flore et dans notre intérêt, donc à nous. Mais il faut bien se garder de dire on va anticiper, on va gérer tout ça. Non, ça ne marche pas comme ça. Et même dans le projet sur 7 siècles, on ne sait pas du tout ce qui nous attend dans les 7 siècles qui viennent ou dans les 9 siècles qui viennent. Donc je crois qu'il faut rester humble. Ça, on n'a pas souvent employé ce mot, mais je crois que plus que jamais, il faut que nous, les hommes, nous soyons humbles, comme les animaux peuvent l'être, hein, puisqu'ils n'ont pas les mêmes soucis que nous. En tout cas, ils souffrent autant que nous, peut-être davantage. À nous d'essayer de contribuer autant qu'on peut le faire. Ensemble, c'est mieux, mais même à titre individuel, c'est bien de faire quelque chose pour la nature, pour le végétal et pour les animaux. Et donc pour notre vie à tous, parce qu'on en dépend tous. On est tous liés à ce schéma global, à cet univers et à notre globe, à notre Terre. Donc je crois qu'il faut que l'on devienne humble, raisonnable. Ce n'est pas l'argent qui nous permettra de vivre dans les années qui viennent, c'est notre façon à nous de gérer le collectif, comme vous le dites, comme vous le faites aussi. Et un exemple aussi, après je laisse la parole, nous avons créé récemment dans les structures forestières, et grâce à la dynamique du PNR qui nous a soutenus dès le départ dans ces démarches, avec le groupement de développement forestier Sud-Ouest 87, la trésorière est présente dans la salle. Secrétaire. Et donc, nous avons créé une ASLGF, Association syndicale libre de gestion forestière, qui, justement, a pour rôle de regrouper des petits propriétaires, les plus nombreux. Ça peut être des propriétaires plus importants, mais à l'échelle de l'Europe, même les gros propriétaires, ce sont quand même de petits propriétaires. C'est pas la forêt amazonienne. Donc, on est tous dans la même démarche, on mène tous le même combat pour essayer de redresser la forêt, parce qu'elle souffre terriblement de dépérissement, vous avez parlé des incendies, tous ces problèmes. Il faut absolument qu'ensemble, on recherche des solutions basiques, mais même à titre personnel, dans notre vie de tous les jours, pour que les choses aillent mieux. Voilà. Merci. Il nous reste quelques minutes. On avait une question à gauche dans la salle. Oui, bonjour. Moi, j'avais une question du coup par rapport au foncier, parce que je ne suis pas de la région et donc je suis assez surprise de découvrir qu'il n'y a que 1% de la forêt qui est publique. Du coup, je me demandais si dans les missions du PNR, il pouvait y avoir de l'acquisition foncière ou si ça n'arrivait jamais. Et bon, je suis un peu déformée. J'ai travaillé du coup ces dernières années pour le Conservatoire du Littoral, où pour le coup, il y a cette mission d'acquisition foncière. Et après, il y a un peu, pour l'expliquer simplement, mais une grande stratégie qui est définie, où on peut décider de garder des zones complètement en espace naturel ou en réserve, des zones qui seront mises en gestion auprès d'exploitants, mais avec un cahier des charges vertueux, et des zones pour le grand public. Est-ce que c'est des questions qui se soulèvent aujourd'hui par rapport à la forêt ou pas du tout? Nous, Parc, on n'a pas fait le choix jusqu'à présent de devenir propriétaire forestier. On préfère faire une priorité pour les collectivités, les communes, communautés de communes. Mais dans quelques semaines, les élus de la commission biodiversité vont se poser la question justement de savoir quelle peut être notre stratégie. Après, localement, sur le territoire, il y a les conservatoires d'espaces naturels qui investissent, qui deviennent propriétaires. Peut-être que ça peut être une solution dans le cas où on a un enjeu environnemental fort pour justement, quelque part, libérer le propriétaire de cette question d'intérêt général. La question de la mise sous cloche, voilà, certains l'ont chevillé au corps, d'autres non, et peut-être qu'à ce moment-là, l'acquisition par un tiers, par une association naturaliste, par une collectivité, peut être une solution, aussi pour la question de pérennité, parce que c'est vrai qu'on voit avec la forêt de Boubon. Alors, parfois les collectivités, nos petites communes, une forêt, ça peut être aussi un patrimoine, quelque part une assurance, enfin disons...
C'est aussi quelque chose qui peut être utilisé en cas de problème pour la population. Mais voilà, dès qu'on a des structures un peu à des échelles plus hautes, eh ben, peut-être que oui, à ce moment-là, il faudrait réorienter une action d'acquisition pour, si on ne veut, n'approcher qu'un secteur de la multifonctionnalité, par exemple la biodiversité. Peut-être que la possibilité peut être donnée à d'autres acquéreurs. Après, il y a de tout, hein. La diversité des propriétaires fait qu'il y a des tas de propriétaires qui gèrent aussi ou qui ne gèrent pas ou qui ont une vision quand même plutôt patrimoniale de leurs biens. Je ne voudrais pas non plus laisser entendre qu'il n'y a que l'acquisition par un tiers qui pourrait arriver à un résultat de préservation. Voilà. Ça peut être en tout cas une solution dans un cas précis. Oui. Dans des zones de gorge, le Seine-Nouvelle-Aquitaine a toute une politique d'acquisition de forêts dans les gorges de la Dordogne, par exemple, où là, clairement, il y a un enjeu de préservation de la forêt en tant qu'habitat pour lutter contre l'érosion, contre la pollution. Et là, du coup, le fait d'avoir une politique d'acquisition par une association dont c'est la seule fonction, permet de sécuriser, puis d'avoir une action très globale à l'échelle, à une échelle sensée, comme le projet de l'association. Enfin, il ne s'agira pas d'avoir des timbres-postes de forêt primaire, il faut avoir une vision globale. Et là, sur ces enjeux environnementaux liés à l'eau, notamment, comme tu disais, c'est des visions globales qu'il faut avoir. Oui, oui. S'il vous plaît. Monsieur là-haut, avec le micro dans la salle. Oui, alors, je vais vous citer un cas concret. Et je voudrais bien qu'on nous apporte d'abord qu'est-ce qui en est, qu'a été les analyses. Voilà, il y a eu l'été dernier des incendies en Gironde, des incendies de forêt absolument dramatiques. Bon, ça a fait l'objet de tas de débats, on n'en entend plus parler. Alors, je voudrais savoir où sont les responsabilités. Effectivement, il paraît qu'il y avait une parcellisation de la forêt assez importante, donc c'était très mal entretenu. Bon, je voudrais savoir quelles sont les analyses, quelles sont les conclusions. Et alors, est-ce qu'on est en mesure maintenant de trouver les solutions? Est-ce que les lois existantes permettent de repartir? Parce que là, on nous a dit, oh là là, mais la forêt, on va la reconstituer. Oui, mais comment? Avec qui? Voilà, c'est simplement ma question. Je peux répondre. Qui souhaite répondre? Emmanuel Repérant. Pour les feux de l'Andiras, si ça vous intéresse, sur le site du groupement L'Opicato, vous avez accès à un petit reportage qu'on a fait là-bas avec 2 scientifiques. On est parti une journée et puis on a fait c'est une vidéo qui fait 45 minutes où on analyse la problématique des feux de l'Andiras. C'était assez impressionnant de voir toutes ces parcelles forestières exploitées, brûlées, et d'avoir des bandes de feuillus complètement intactes en plein milieu. Mais le feu s'arrêtait à la limite parcellaire et puis il a contourné. Voilà. Donc il y avait quand même... Oui. Si ça vous intéresse aussi, il y a Jacques Azra qui est de ProSilva, qui est propriétaire forestier aussi là-bas, qui a perdu toutes ses forêts. Et lui qui va laisser ses parcelles se repousser naturellement. Parce qu'il y a un cortège de graines énorme dans le sol et ça repousse déjà. Donc il a dit à ses voisins, c'est parti, on fait la course, on va voir qui c'est qui va reboiser le plus vite. Donc il y a ces solutions-là de laisser repousser naturellement. Donc je vous invite à aller voir le petit reportage, il parle de toute cette problématique de surexploitation de cette zone-là. Voilà. Mais pour éviter les feux de forêt, les forêts diversifiées en essence et en âge, avec beaucoup de bois mort au sol, ça permet de garder une grosse humidité et d'éviter tous ces feux, quoi. Merci Emmanuel Repérant. On va terminer avec une toute dernière question avec madame. Oui, bonjour. Bonjour. Oui, c'est pas une question et je suis désolée, je risque de n'être pas très sensée ni de pas pouvoir rester au factuel parce que, bon, je vous ai écouté avec beaucoup d'attention, mais pour moi, le factuel aujourd'hui, c'est d'abord le factuel de notre anthropocène et il est monstrueux. Donc, si je puis me permettre de divaguer. J'avais apporté un texte parce que je voulais le soumettre s'il y avait eu un représentant ici de la Fondation Francis Allais, mais je vais le lire quand même, il n'est pas là, parce que bon, comme Monsieur Jonathan, j'ai été saisie d'émotion en voyant
même si peut-être en voyant le film. Dans le micro. En voyant le film. Et je crois que la lecture de ce texte, finalement, puisqu'on a commencé la séance en visionnant ensemble ce film, ça fait écho directement. Parce que s'il y a eu un représentant de la Fondation Francis Allais, j'aurais voulu lui demander humblement de faire croître la forêt primaire ici, en Dordogne. C'est un peu une lubie, mais... et je n'aurais pas eu d'autres arguments à lui soumettre à ma requête que la vision d'un temps long qui va du paléolithique aux 7 prochaines générations à venir, auxquelles se soucie, et je le remercie de parler des 7 prochaines générations, auxquelles se soucie Monsieur Jonathan, j'ai encore oublié, voilà. Donc voilà, j'ai aucun argument factuel, absolument pas, pour demander, pour même comme une forme de prière, de faire croître une forêt primaire sur la Dordogne. Et c'est pour ça que j'ai ramené ce texte, parce que ce texte a été écrit par Henry Miller, vous connaissez sans doute cet écrivain américain, en 1939, avant même que n'éclate la Seconde Guerre mondiale, avant la découverte de Lascaux en 1940, avant les bombes atomiques d'Hiroshima et la possibilité objective d'une extinction de l'espèce humaine, en 1939, Henry Miller écrit ce texte très beau, intitulé « La Dordogne survivra ». Alors, oui, alors je vous le lis, et ensuite je me tairai, excusez-moi d'avoir pris la parole. Henry Miller, rien ne m'empêchera de croire que si l'homme de Cro-Magnon s'installa ici, c'est qu'il était extrêmement intelligent, avec un sens de la beauté très développé. Rien ne m'empêchera de croire que le sentiment religieux avait déjà atteint en lui un haut degré de développement et qu'il a fleuri en ces lieux, alors même que l'homme vivait comme une bête au fond des cavernes. Rien ne m'empêchera de croire que cette grande et pacifique région de France est destinée à demeurer éternellement un lieu sacré pour l'homme et que, lorsque la grande ville aura fini d'exterminer les poètes, leurs successeurs trouveront ici refuge et berceau. Cette visite à la Dordogne fut pour moi, je le répète, d'une importance capitale. Il m'en reste un espoir pour l'avenir de l'espèce et même de notre planète. Il se peut qu'un jour la France cesse d'exister, mais la Dordogne survivra, tout comme les rêves dont se nourrit l'âme humaine. Et je crois que c'est beau de terminer là-dessus. C'était une super clôture pour cette table ronde. Comment faire de la forêt un patrimoine commun. Merci à nos intervenants, Emmanuel Répérant, cofondateur du groupe forestier citoyen Loupi-Catao. Merci Rémi Grenouillet et René Léonard, représentants de la commune de Cussac. Merci Laure Danglas, chargée de mission forêt pour le parc naturel régional Périgord-Limousin. Merci à vous Stéphanie Robert, chargée de mission forêt et première transformation chez Fibois. Et merci Jonathan Attias, cofondateur du mouvement Désobéissance Fertile. Et merci à vous d'avoir participé. Je voulais vous dire un tout petit mot, du coup, je voulais remercier énormément tous les participants du forum, tous les bénévoles du CPIE, toute l'équipe salariée où on s'est tous soutenus pendant ce week-end. Donc voilà, merci à tous d'être présents et d'avoir échangé sur toutes ces notions très importantes pour l'avenir. N'hésitez pas à contacter le CPIE, on est disponible pour échanger. On veut continuer les projets autour de la forêt, autour de l'eau, autour de la protection de la biodiversité. Donc n'hésitez pas à nous contacter. Et rendez-vous à l'année prochaine ou même tout au long de l'année au château de Varennes. Merci à tous.